Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau live lecture de sciences sociales. Alors mon livre est couvert, donc il brille de mille feux. Je sais pas comment... attendez, je vais le mettre comme ça. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble Au pays de Bernie Sanders, qui est un bouquin d'enquête réalisé dans une petite ville du Vermont. Petite ville dans laquelle on découvre la vie politique locale et on essaye de comprendre un peu qui s'implique dans la vie politique locale, l'équivalent de la vie politique municipale pour nous. Donc voilà, donc là on est un peu dans les parcours de vie des gens. Normalement on va dériver vers ça. Mais en gros au dernier stream on a parlé des town meetings qui sont en gros des espèces d'énormes assemblées générales dans lesquelles normalement l'entièreté de la population, tout un village, se retrouve pour discuter des choses de la ville. Et là dans la ville que nous on étudie, c'est devenu un elective town meeting. Donc il y a des gens qui sont élus représentants. Et ils sont 120 ou 140, je ne sais plus, en tout cas une centaine d'élus qui sont élus représentants et qui discutent et qui prennent des décisions pour ce qui va advenir du coup de la ville. Voilà, donc on était en train de parler de ça, de ce modèle démocratique qui est spécifique en fait aux États-Unis. Et voilà. On était en train de parler de ça au précédent live, donc vous arrivez sur ça, et là on va voir un petit peu les critiques de ce modèle, notamment le fait d'avoir une partie de la population qui est élue et pas tout le monde qui participe. Alors il disait que de toute façon tout le monde ne voulait pas participer, qu'il y avait trop de gens, enfin bon on était déjà un peu dans un truc où la démocratie participative et plus directe était critiquée en disant mais de toute façon les gens ont autre chose à faire, notamment parce que les gens travaillent, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, donc en gros, on lit ça. Pourquoi est-ce qu'on lit ça ? Eh bien, parce que j'essaye de faire un cycle de lecture sur l'Amérique alternative pour vous montrer des États-Unis qui ne sont pas nécessairement pro-Donald Trump et MAGA, pour vous redonner un petit peu d'espoir et voir, voilà, rencontrer d'autres gens qui ont d'autres modèles de société ou comment ça se fait que tout le monde ne vole pas Trump aux États-Unis. Voilà, donc à la base, on était là-dedans. C'est pour ça que j'ai commencé à faire ça. Et puis aujourd'hui, c'est un live un peu spécial, puisque après la lecture, on va faire un react à un podcast de chercheurs et chercheuses. Donc on va écouter des choses ensemble aussi après. Voilà, on fait du solar punk. Je sais pas, mais voilà. En tout cas, on découvre autre chose. J'ai mon crayon pour écrire si besoin. Attends, j'ai commencé à me gratter les yeux. Alors ça, c'est mal parti. J'ai une espèce d'addiction au grattage d'œil qui est assez intense. Donc là, ça a mal tourné. Toujours la carte Pokémon comme marque-page, bien sûr. Très bien. Là, on allait lire la partie sur les voix, des voix plus critiques. Désolée, ça touille. Je sais, vous allez peut-être gerber avec les changements de caméra. Voilà. Mais on allait voir, ouais, les gens qui sont critiques du town meeting. Et puis après, on allait voir des profils plus individuels, vous voyez. De profils de gens. Est-ce que c'est pas trop lumineux, là, ce que je vous ai fait ? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'être ébloui par cette caméra absolument magnifique, de haute qualité ? Je pense que si. Je vais baisser un tout petit peu. Voilà. Je sais, c'est magnifique. Hein. On n'a pas fait mieux depuis. Hein. Alors. J'étais où ? Les voix critiques. Et voilà, j'ai tout dérivé, j'ai tout cassé. C'est là. L'enthousiasme à l'égard du town meeting et du système de gouvernement municipal n'est pas unanime. Il convient de distinguer différents types de critiques. Donc qui critique ce fonctionnement ? Certaines sont portées et incarnées par des acteurs de la scène politique locale. Ah oui, il y a quelqu'un qui pensait que ça serait mieux d'avoir un maire qui décide de tout. Voilà. Donc ça, c'était Jim. Dans un autre registre, une analyse relationnelle des engagements, non limitée à la scène municipale, permet de prêter attention à ceux, et surtout à celles, puisqu'il s'agit surtout de femmes, pour lesquelles il ne fait aucun doute que le représentative town meeting ne représente pas la population de la ville. Donc le fait d'avoir 120 personnes qui sont élues, c'est pas assez représentatif de la ville pour elles. Bah, notamment, on l'a vu parce que la plupart des gens qui sont élus représentants et qui vont décider de ce qui se passe dans la ville sont des gens très diplômés. Et de classe sociale, qui sont pas de classe sociale populaire, donc plutôt classe moyenne ou aisée. Et donc en fait, les classes populaires sont absentes de ces espaces de décision. Très bien. Ces divergences sont certes indissociables de la fragmentation des priorités politiques au sein de cette gauche vermontaise, mais elles expriment aussi différentes formes d'évaluation et de hiérarchisation des lieux et des niveaux d'engagement, qui ne peuvent être pensées indépendamment des mécanismes par lesquels sont socialement distribuées les aspirations à une carrière associative et politique.
Allez, super, merci pour cette phrase d'entrée, Yvan Bruno, on est bien là. Alors, attendez. Bon, en gros, dans le Vermont, la gauche est fracturée. Ils n'ont pas tous les mêmes enjeux politiques qui mettent comme prioritaires. Ça, d'accord. Ça, c'est comme la gauche un peu partout, quoi. Et du coup, les gens vont hiérarchiser les endroits dans lesquels il faut s'engager en priorité. Et donc ça va dépendre de tes aspirations à faire carrière en politique ou à faire une carrière associative. Très bien. À Miltonville, celles qui, par leur formation universitaire, leur profession, dans l'enseignement ou dans l'aide sociale en particulier, et leur position politique, seraient les plus à même de constituer cette non-représentation des classes populaires en problèmes politiques, privilégient en général d'autres engagements, ou ne s'investissent qu'à moindre coût et illusio. Ah oui, d'accord. Donc en gros, les personnes qui auraient la capacité de pointer du doigt le fait qu'il n'y ait pas de gens de classe populaire dans les town meetings ne le font pas. Ces dernières considèrent leur participation comme un moment d'apprentissage qui pourrait être utile dans le cadre de luttes plus importantes ou comme une étape avant d'exercer diverses responsabilités au Parlement de l'État notamment. Oui d'accord, donc en fait il y en a qui s'impliquent au town meeting de manière vite fait parce que leur enjeu c'est de faire carrière à des niveaux supérieurs. Le niveau local leur suffit pas. Ce que disent ces enquêtés en entretien est d'ailleurs confirmé par l'observation du town meeting de mars 2015. Seul un quart des prises de parole étaient le fait de femmes élues, une proportion inférieure à leur présence dans l'Assemblée, 40%. La dimension théâtrale et solennelle du town meeting mobilise des dispositions à la prise de parole en public, des aptitudes à la performance orale qui semblent être moins valorisées par les femmes. Bon après, est-ce que c'est moins valorisé ou est-ce que c'est des choses qu'on nous apprend moins de base aussi, auxquelles on est moins sociabilisé de base aussi? Ils sont trop peu nombreux, ils se partagent les postes en copinage. Bah en fait c'est ça, c'est qu'ils disaient qu'il y en avait trop peu qui voulaient être élus et qu'ils étaient obligés d'aller pousser des gens. Donc ils vont chercher des gens qui connaissent pour leur dire tu veux pas devenir... tu veux pas faire partie du town meeting, s'il te plaît, on a besoin de quelqu'un là. Donc forcément en fait t'as une forme de copinage, ouais. Comment on appelle ça? Pas de cooptation. Il y a une forme de cooptation, voilà, c'est ça. Ouais, ça c'est clair, hein. C'est clair. L'enquête conduit cependant à distinguer deux types de situations. Certaines militantes délaissent la scène municipale, estimant qu'elles sont plus utiles ailleurs. C'est par exemple le cas des membres du People Centers. De leur point de vue, les niveaux d'intervention pertinents se situent avant tout à l'échelon fédéral et au siège du gouvernement de l'État, où elles ont pris l'habitude de manifester pour faire pression auprès des élus du Parlement. Donc c'est ça, donc en fait il y en a certaines qui abandonnent l'échelon local en disant qu'il faut aller au-dessus pour avoir des choses qui se débloquent, quoi. Tout en contestant la représentativité du représentative town meeting, trop homogène socialement, les membres du groupe de Miltonville, Latisha et Doris en particulier, considèrent que l'essentiel se joue ailleurs et qu'il vaut mieux consacrer son énergie aux instances décisionnelles les plus influentes. On trouve une analyse convergente chez d'autres femmes fortement diplômées comme Madeleine ou Lucie, qui s'investissent sur la scène municipale tout en hiérarchisant l'importance des engagements. Bon après là vous avez le profil qu'elles ont. D'accord, donc en fait c'est des gens qui disent ça vaut pas le coup de s'engager ici. Alors en fait elles font une critique en disant bah ici c'est pas représentatif, il y a pas assez de gens de classe populaire et en plus ça sert à rien de s'engager, on va plutôt le faire au niveau fédéral. Très bien. Je m'attendais pas à ça comme critique. Ok, bon on a eu le récap, après c'est les profils individuels. Juste, il y avait un élément de contexte que j'avais mis en... Attendez, je vais vérifier. Que j'avais mis de côté la dernière fois. On avait sauté un passage. Non mais ça on l'a lu. On l'a sauté puis après on l'a refait, mais enfin... On passe dans tous les sens. Ah non voilà, vous voyez, j'avais mis le post-it pour dire qu'il fallait qu'on retourne là. Ok. Je regarde si c'est pertinent maintenant. Est-ce que le fait de délaisser la politique locale n'amène pas la constitution de barons locaux de notables? Ah bah si, c'est sûr. Hein. C'est sûr qu'il y a des formes de notabilité parce qu'on a vu que, tu sais, ils avaient envie d'éviter le fait que tu puisses faire un certain nombre de mandats consécutifs. Ils voulaient dire, bah en fait, il faut que ça tourne, il faut que tout le monde y passe, ce qui est peut-être le truc le plus démocratique, hein. Que ça soit des mandats temporaires et que tu puisses pas être réélu à l'infini. Et en fait, il y a des gens qui étaient élus depuis 17 ans qui étaient en mode, bah non. Et puis de toute façon, il y a personne qui veut le faire.
Donc si, il y a des gens, clairement, ils sont valorisés grâce à ça aussi. Il y avait des profils, tu sais, de personnes qui étaient d'anciens soldats, d'anciens militaires, et qui du coup trouvaient une existence dans la vie locale grâce à ça, quoi. Ah, ça peut être pour plein de raisons, hein. Ça peut être plein de professions, mais bon. Merci Nefangel pour les 56 mois de soutien. Très bien. Je sais pas si je vais là-dedans ou pas. I have to take a decision. Ouais, si. La flemme. Ok. Eh ben écoutez, si vous avez envie de lire Le Retour à la Terre, moi je le garde pour moi hors live. Je pense qu'on va passer dans les parcours individuels, comme j'avais prévu initialement. Ça peut être intéressant de voir, hop, incarner une parole de gauche. Mais n'oubliez pas, on lit jamais les bouquins en entier sur le stream, donc si les livres vous intéressent, il ne faut pas hésiter à les prendre de votre côté ou à les emprunter à la bibliothèque. Sachant que les bibliothèques sont la plupart du temps gratuites. Moi je suis intermittent du spectacle, c'est gratuit. Les membres de ces conseils sont des citoyens américains. Mais justement, est-ce que si tu résides depuis assez longtemps dans la ville, tu vois, tu peux, sans avoir la citoyenneté, participer et voter, etc. Ça, je sais pas du tout, mais ça serait hyper intéressant. Ça serait hyper intéressant, en fait. Si vous avez la réponse, il y a souvent des gens qui sont, je sais pas pourquoi, dans ce chat, on a des spécialistes des town meetings qui répondent à toutes nos questions. Voilà, parce que la dernière fois, il y a eu des discussions houleuses, quand même. Alors, incarner une parole de gauche. Qui vient incarner cette parole de gauche dans cette petite ville du Vermont? Tu sais, j'ai travaillé toute ma vie adulte pour qu'il existe une vraie gauche aux États-Unis. Suzanne me fait une confidence en février 2020. Elle m'amène alors à interroger plus précisément ce que signifie cet engagement de longue durée. Dans quels espaces militants s'est-elle investie? A-t-elle privilégié certaines causes, adopté des pratiques spécifiques? Dans quelle mesure cet engagement est-il associé à l'exercice d'une profession? Comment juge-t-elle aujourd'hui les candidats prétendant incarner une offre politique de gauche? C'est à ce type de questions qu'entendent répondre des portraits proposés dans ce dernier chapitre. Ils sont consacrés à un petit groupe d'enquêtés, Spatch, Peter, Marianne et Suzanne, sur lesquels j'ai progressivement concentré mon attention et avec lesquels j'ai multiplié les discussions dans le cadre de situations formelles mais aussi plus informelles, au café, à leur domicile ou lors de moments festifs. J'ai travaillé toute ma vie d'adulte pour avoir une vraie gauche aux États-Unis et le chat répond « Pauvre Suzanne ». C'est terrible. Ouais, c'est ça, c'est les gens qui n'ont pas la citoyenneté américaine. S'ils vivent là, est-ce qu'ils peuvent voter? En fait, c'est la question du vote des étrangers qu'on peut avoir nous aussi au municipal. Ou qui est remise sur le tapis régulièrement. Pour les municipales, des gens qui habitent la ville et qui sont là depuis des années, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas le droit de voter, quoi? Juste parce qu'ils sont pas français, c'est quand même, ça pose problème. Ça pose quand même problème. Ça pose question, ça pose question. La richesse de ces matériaux ethnographiques, produits sur une longue période, de 2014 à 2020, révèle par contraste l'ensemble des différences qui resteraient inaperçues à une échelle macro. Ok, bah alors rentrons dans la vie de ces personnes. Électeurs et électrices de Bernie Sanders, souvent depuis plusieurs décennies, très critiques à l'égard des instances nationales du Parti démocrate, ces Miltonais pourraient être en effet rassemblés dans une seule et même catégorie, être considérés comme représentatifs d'une gauche vermontaise constituée en grande majorité de newcomers, donc c'est les nouveaux arrivants. De fait, ces enquêtés ont tous grandi dans un autre état. Ils se sont bel et bien installés dans le Vermont parce qu'ils y ont trouvé des opinions, des pratiques et des manières d'être suffisamment convergentes avec leur vision du monde et suffisamment partagées pour qu'ils ne se sentent pas isolés. Mais ce serait occulter les désaccords qui traversent cet ensemble a priori homogène, et oublier que cette gauche de l'échiquier politique, comme ailleurs aux États-Unis et dans d'autres pays, est un espace de position que l'on doit analyser de manière relationnelle, les positions des uns ne pouvant tout à fait être comprises sans prendre en compte les positions des autres. C'est comme le Twitch Game, quoi. Exactement comme le Twitch Game. Rappel de la période où tout le monde était là en mode pourquoi tu fais pas pourquoi tu rejoins pas l'Azawa Prod? C'est écrit là. Un espace de position que l'on doit analyser de manière relationnelle. Les positions des uns ne pouvant être tout à fait comprises sans prendre en compte les positions des autres. C'est écrit là. Ils peuvent pas voter alors qu'ils habitent depuis des années, mais le Français qui vit aux States depuis 20 ans peut voter à toutes les élections. Non mais ça c'est vraiment... c'est bête, hein. C'est très bête, ouais.
c'est clair. Cependant, le risque d'une telle analyse serait de qualifier ces décalages à l'aide de grilles de lecture quelque peu artificielles ou normatives, distinguant par exemple celles et ceux qui seraient plus à gauche de celles et ceux qui le seraient moins, en opposant les écologistes aux non-écologistes, les féministes aux non-féministes, etc. Les différences ne sont pas aussi clairement identifiables. Elles ne se présentent que rarement sous la forme d'un rejet de telle ou telle sensibilité. Elles n'apparaissent qu'en étant attentifs aux inclinaisons, aux appétences pour telle ou telle pratique, qu'en observant les choix qui sont faits. Donc là, en gros, il est en train de dire, faut faire attention aux actions que les gens font, et pas juste à leur discours. Il faut voir dans quel milieu ils s'impliquent, quelles sont leurs actions concrètement, et voilà. Et c'est pas tant dans les discours qui a l'air plus radical ou quoi, pour faire une vraie nuance de la vie politique à gauche dans un espace local, quoi. Donc là, il dit, il faut observer les choix qui sont faits, in situ, en situation, entre plusieurs manières de s'exprimer ou de s'engager, en évaluant les effets des spécialisations individuelles sur les positions occupées dans l'espace politique local. Ces divergences ne concernent pas uniquement des engagements militants ou des aspirations à une carrière élective, elles influencent également les modes de production des choix électoraux. Donc c'est pas juste ce qui va faire ta carrière derrière, c'est aussi de quel impact ça va avoir sur ton vote et ton implication locale, quoi, j'ai l'impression. Mais en fait, c'est dur parce qu'il tease des choses qu'il va expliquer après. Le principe des intros comme ça, là. Tendu. Attendez, faut que je bolosse un peu le livre pour que je puisse lire correctement. Dès lors que l'on s'éloigne de la seule focalisation sur le scrutin présidentiel, pour au contraire intégrer les autres élections, ah oui voilà, pas juste voir la plus grosse élection quoi, pour voir les autres élections nombreuses, et là ils votent pas tous pareil. En gros j'ai l'impression que c'est le truc de, ils votent Bernie Sanders, mais par contre pour les autres élections ils vont pas voter pour les mêmes personnes. Merci Havano, bonjour, merci pour les 3 mois de soutien. Dès lors que l'on s'éloigne de la seule focalisation sur les scrutins présidentiels, pour au contraire intégrer les autres élections nombreuses, où il s'agit précisément de dire sa préférence entre plusieurs incarnations du camp progressiste, les perceptions de l'offre politique apparaissent plus fragmentées et plus conflictuelles. Les élections primaires constituent de ce point de vue des moments précieux pour l'analyse des rapports aux politiques, et pas seulement celles qui précèdent l'élection présidentielle. On le verra, les primaires du mois d'août, préalables à l'élection des responsables politiques de l'État, sont tout aussi révélatrices des décalages entre les modes de définition et les enjeux. Par conséquent, si les portraits proposés dans ce chapitre ne concernent pas des citoyens ordinaires, ils donnent bien à voir la construction localisée des comportements électoraux de quelques figures de cette gauche milton-vinaise, élues ou non. Donc là, il est en train de dire qu'on est en train de voir des gens qui s'impliquent politiquement à gauche, qui sont plutôt des notables. Hein. Donc effectivement... c'est pas des personnes... on n'est pas en train d'étudier le rapport à la politique ordinaire, pas du tout. Mais ça aide à comprendre comment se construisent les rapports aux élections. Pour ces gens qui s'impliquent. Salut Merguez. Les baby-boomers étant nettement surreprésentés dans les scènes étudiées au moment de l'enquête, l'analyse ne porte ici que sur les membres de cette génération. Comme plusieurs autres enquêtés, ces 4 baby-boomers se caractérisent par la stabilité de leurs opinions progressistes et la continuité de pratiques justifiées par leurs convictions politiques. Ils confirment ainsi les résultats des enquêtes des conséquences biographiques des engagements dans les années 60 et 70. Donc c'est des gens qui étaient déjà à gauche dans les années 60-70 et qui le sont restés. De fait, même s'ils sont un peu plus jeunes que les étudiants et étudiantes engagés dans le Freedom Summer de 64, et bien qu'ils n'aient sans doute jamais connu d'expérience d'une telle intensité émotionnelle, Spatch, Peter, Marianne et Suzanne illustrent parfaitement le constat de Doug McAdam selon lequel les anciens militants ont plus tendance que leurs contemporains à se définir comme des radicaux, à adhérer à des idées de gauche, à fuir les parcours familiaux et professionnels traditionnels et à continuer à s'investir dans des mouvements. Donc c'est la sociabilité militante qui perdure sur le temps long, quoi. Et qui perdure aussi dans les manières de faire famille. Enfin voilà, tu te construis différemment aussi. Et tu t'éloignes aussi de ce qui peut être des attendus. On pourrait cependant ajouter, en prenant appui sur ces exemples vermontais, que le choix du lieu de vie doit être aussi considéré comme un des possibles effets biographiques des engagements de jeunesse. Que ce lieu de résidence pèse fortement. Donc ça, c'est la take d'Yvan Bruno et d'autres chercheurs, hein, globalement surtout, qu'il faut quand même prendre en compte, pas juste la classe sociale des gens, machin, mais le lieu de vie.
ça pèse fortement sur la manière dont sont prolongées et réorientées les politisations subversives passées. C'est de ce fait une des limites de la plupart des travaux sur les conséquences biographiques des engagements. Si Julie Pagis a très bien montré pour les 68 arts français comment les incidences biographiques du militantisme varient en fonction des trajectoires antérieures à l'engagement, comme l'âge, le sexe, les ressources accumulées, le statut social, étudiants et salariés, le statut matrimonial, l'analyse des décalages entre anciens militants intègre rarement la prise en compte de ce que l'espace local fait à ces trajectoires, de ce qu'il rend possible ou non, des ressources qu'il valorise ou non, de la même manière qu'on laisse souvent de côté la dimension relationnelle des trajectoires sociales et politiques, les conséquences de l'engagement dépendent en partie du devenir d'autres membres de sa génération dans un espace donné. Ouais, les relations, c'est hyper important parce que si toi, t'étais militant dans les années 60-70, bah, si tu déménages dans un coin où t'es seul, tu connais personne et il n'y a pas de milieu militant, et donc faudrait tout que tu recrées de toutes pièces là, c'est dur quoi. C'est quand même aussi les relations que tu as avec d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses que toi ou qui au moins ont les mêmes références que toi pour construire quelque chose quoi. Ouais, ça va être la déprime, bah ouais. Salut soulèvement de l'after. Salut merguez. Ça va le chat? Ouais. Pourquoi je t'ai appelé là? Tu vas venir saccager la lecture encore une fois. Je te connais. En complément d'autres enquêtes, il s'agit ici de comparer les formes prises par ces engagements progressistes dans un même milieu pour rendre compte de la façon dont les différences s'inscrivent dans un agencement particulier des possibles politiques. Elle est jolie cette phrase. Un agencement particulier des possibles politiques. J'aime bien. T'aimes bien aussi Mando? Apparemment. Belle fourrure. Très belle fourrure. Très beau poil. Ah oui, là on observe le poil en gros plan là. Très très beau poil. Hein. Ah oui, oui, oui. Attention. Hein. Ah oui, oui. Très beau poil. Tu veux venir? Non mais c'est intéressant ça. Comparer les formes prises par ces engagements progressistes dans un même lieu. Donc comment est-ce que les gens rejoignent tel ou tel groupe politique ou associatif, mais ils vivent dans le même espace. Voilà. Tu viens Mando ou pas, du coup? Faut qu'on sache. Les Français veulent savoir. Et les autres aussi, apparemment. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Nickel. C'est bon. J'ai réussi à le... Mais en fait, il faut pas le forcer, quoi. Il faut le laisser prendre la décision. Donc il faut être appâtant. Appâtant pour qu'il vienne assez vite, quand même. C'est bon, là? C'est bon? C'est convaincant? Alors, c'est parti. Alors, on commence par le parcours de Spatch. Militant autodidacte et pourfendeur du consensus. C'est à l'occasion du Community Thanksgiving de novembre 2014 que je rencontre Spatch pour la première fois. Et le cadre de cette première rencontre est particulièrement significatif. Spatch et sa compagne sont venus partager le repas de Thanksgiving avec celles et ceux qui ont peu de moyens ou qui ne peuvent pas passer ce jour de fête en famille. Nous sommes assis à la même table. La discussion porte rapidement sur mon enquête et je commence tout juste. Il se présente d'emblée comme une possible ressource en évoquant ses engagements multiples, ses contacts, en faisant état de ses connaissances. Il se frotte au livre. Oh. Pourfendeur de consensus. Ouais, c'est un peu drôle comme titre. Moi, j'aimerais bien avoir ce titre. C'est un peu stylé. C'est une belle formule. Il mentionne par exemple les écrits de Tocqueville et il s'amuse à me dépeindre comme l'un de ses héritiers. Oula! C'est ce double registre qui va structurer la relation d'enquête. Spatch est à la fois une des figures de gauche les plus visibles à Miltonville, il est inséré sur plusieurs scènes, et l'un de mes principaux informateurs avec lequel j'ai échangé pendant plus de 5 ans, que ça soit sur place, pendant mes différents séjours, en distance ou par mail. Et comme d'autres personnes du People Center, Doris par exemple, et d'autres figures de cette gauche miltonvillaise, Spatch s'appuie sur la lecture du monde social en termes de classe. La classe dominante, ou les capitalistes, étant animés par des intérêts propres et une volonté de conserver leurs privilèges. Donc c'est quelqu'un qui a une analyse de classe. J'imagine que là, s'il le mentionne, c'est que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Mando se frotte au livre, c'est très perturbant. Il se gratte sur le livre. De manière plus singulière, le museau. Il applique également cette analyse classiste, donc la grille de lecture de classe, à l'espace local, quand il réfléchit au rapport de pouvoir au sein de la ville et à l'influence de certaines familles sur le gouvernement municipal. Bah bien sûr, il y a des bourgeois.
En outre, de façon plus originale encore, cette grille de lecture alimente une critique permanente de la démocratie américaine. Le système politique ayant à ses yeux été confisqué par la classe dominante, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à plus petite échelle, puisque Spatch est l'un des rares enquêtés à souligner la très faible participation des classes populaires aux élections locales. Ce point de vue est associé à un regard critique sur l'histoire du pays, lorsqu'il me dit que depuis le début, ils n'ont pas résolu la contradiction entre capitalisme et démocratie. C'est intéressant ça, cette formulation. Les États-Unis n'ont pas résolu la contradiction entre capitalisme et démocratie. C'est vrai, hein, je vois pas comment ça peut fonctionner ensemble. Hein. Il estime que cette histoire est mal enseignée à l'école, qu'elle est parfois réécrite sur le massacre des indigènes, par exemple. Que l'école devrait trouver l'objectif qui était le sien, former des citoyens. Il tient à marquer sa distance avec le sentiment patriotique américain, sous quelques formes qui s'expriment. Ah, c'est intéressant, hein. En février 2015, nous discutons dans la voiture des films de Ken Burns. Je sais pas qui est ce boug. Documentariste très apprécié au sein de la gauche américaine, qui a consacré plusieurs longs métrages à différentes périodes de l'histoire des États-Unis. La guerre de sécession, la guerre du Vietnam, notamment, ainsi qu'au jazz et au baseball. Il me dit les regarder avec intérêt. Il finit par lâcher en souriant que le réalisateur aime un peu trop son pays. Ah! Il dit oui, oui, j'ai vu, mais ça reste un patriote. Capitalisme et démocratie, ça va pas spécialement bien ensemble. Non, non, mais quand tu le dis, bien sûr, ça semble évident. Mais c'est vrai que je l'avais jamais pensé en ces termes. C'est une belle formule, quoi. Je l'avais jamais pensé en ces termes aussi directement. Ça reste un gros droitard. Ah, mais pas forcément. Alors, je sais pas, je connais pas ce réalisateur. Mais tu sais, il y a des gens qui ont une visée très patriotique et nationaliste sans être de droite pour autant. Hein. Tout comme on a des autoritaires à gauche. Voilà. On a des gens qui sont plutôt autoritaires et pourtant qui sont de gauche. Il faut accepter qu'on a ces travers à gauche aussi. De ces visions du monde découlent des perceptions cohérentes de l'échiquier politique, puisqu'il distingue ceux et celles qui veulent changer les choses, remettre en cause le capitalisme, ou tout à moins le modifier la répartition des richesses, et pour les autres, le Parti démocrate en particulier, qui s'accommode du statu quo. Il m'explique par exemple que c'est la différence entre être libéral et progressiste. Les valeurs et les objectifs sont presque les mêmes, mais les libéraux et les démocrates disent « Oh, on peut pas se le permettre ». Et les progressistes disent « On peut se le permettre, il y a de l'argent et on sait où il est ». On dirait l'interview d'Olivier Faure hier à Saïra. Où il a dit oh non mais là vous êtes dans l'utopie bah oui bah si on peut dire ce qu'on veut alors. Et il était vraiment en train de dire on peut pas se le permettre. La question qui lui a été posée c'est une 6e semaine de congé payé. Pourquoi est-ce que vous ne portez pas cette proposition d'une 6e semaine de congé payé? Bah vous avez vu la conjoncture, on peut pas se le permettre. C'est terrible. Faut grandir un peu et être réaliste. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Ouais. Oh, elle est pas très intéressante cette interview d'Olivier Faure. Il était un peu, tu sais, il prenait les choses avec nonchalance, ça lui glissait dessus. À un moment, il s'est un peu énervé. Il y a une fois où il s'est énervé contre Lumi, il lui a dit « Et vous faisiez quoi alors ?» Et elle a dit « Bah, c'est pas mon métier, moi. » C'est pas mon travail, moi, de faire de la politique. Vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où, vous? C'est le seul moment où il s'est énervé, mais sinon, il était... Ça lui glissait dessus, il était en mode... Ouais, il râlait. Il était en mode... Mais voilà. C'était pas très intéressant. Mais par contre, celle-là, ça illustre bien ce passage. C'est l'émission Ça ira sur la chaîne de l'Humanité. C'est disponible en rediffusion sur Twitch, mais aussi sur YouTube, je pense. Parce qu'il doit être en live sur les deux maintenant, vu que c'est possible de faire du stream sur les deux plateformes en même temps. Un truc qu'il faudrait que je mette en place aussi, d'ailleurs. Et ouais, donc... Non, mais c'est intéressant, on peut pas se le permettre. Ça, c'est les libéraux qui ont l'air d'être de gauche pour les États-Unis, hein, vu la gueule des États-Unis. Mais les vrais progressistes sont en mode, si on peut se le permettre, on a de l'argent, on sait où il est, et on va aller le chercher. Mais ça, c'est intéressant comme nuance. Je vais me noter un petit panneau, voilà. Ça distingue bien que les libéraux, ils ont complètement intégré la logique capitaliste et ils sont en mode, bah, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Il n'y a pas d'alternative.
C'est dans cette logique qu'il soutient aussi bien Bernie Sanders que le Progressive Party et les candidats qu'il présente, et en particulier David Zuckerman, vice-gouverneur du Vermont de 2017 à 2021 et candidat d'effet à l'élection du gouvernement de novembre en 2020. Ce soutien n'est pas qu'électoral, il est également financier, et ce malgré de faibles ressources. Putain, ça c'est fou. En effet, une fois déduit son loyer, il dispose d'environ 1 000 $ par mois. Oh, c'est pas mal! Après le loyer, 13 000 balles! C'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Non, après, c'est les États-Unis. Donc en fait, non, pour les États-Unis, c'est la merde. Parce que du coup, il n'y a pas le soin, il n'y a pas... Ouais, non, c'est la merde pour les États-Unis. Une fois déduit son loyer, il dépose environ 1 000 $ par mois. Ses revenus étant principalement constitués d'une petite retraite, 1 350 $. Ah mais attends, d'accord, ça veut dire que son loyer ne coûte que 350 $. Ah oui, d'accord. Et de petits boulots. Il pose comme modèle dans le cadre de cours de peinture donnés par ses amis, de même qu'il conduit en voiture son ami Franklin, psychiatre, dans l'un des hôpitaux du Massachusetts pour ses consultations hebdomadaires. Ce dernier souffrant d'une maladie qui le plonge parfois dans un profond sommeil, y compris au volant. Ah oui d'accord, donc en fait, lui, il a une retraite de 1 350 $ par mois, c'est minuscule. 1 350 $ par mois de retraite. Et il fait des petits boulots, donc il fait du modèle vivant pour les cours de dessin, et il fait taxi pour un de ses potes. Donc en fait, il est pas à la retraite du tout, ouais. Il est obligé de faire des trucs comme ça pour combler sa retraite. Effectivement, ouais, c'est intéressant. Depuis 2016, Spatch est un peu moins dépendant de ses petits boulots, puisqu'il a hérité cette année-là d'une somme d'argent conséquente. Donc ouais, il était vraiment en galère, il était obligé de prendre ses petits boulots. Après le décès de sa belle-mère, la deuxième épouse de son père, il a bénéficié, comme ses 3 demi-frères et sœurs, d'une part de l'épargne que son père avait accumulée. Il faut d'ailleurs s'arrêter sur la manière dont il a utilisé cet argent, qu'il n'attendait pas et qu'il n'a pas gagné, comme il le dit lui-même. Il décide de se séparer de la moitié des 140 000 $ dont il hérite, en le distribuant sous forme de contributions mensuelles à des organisations politiques qui lui tiennent à cœur. Le People's Choice Center, le Progressive Party, Rights and Democracy, et une autre organisation de la gauche vermontaise. Il préfère donc continuer à vivre de peu en privilégiant un mode de vie où les consommations sont réduites à leur strict nécessaire, un mode de vie qui a toujours exclu l'achat d'une maison et longtemps impliqué le refus de posséder une voiture. Pouah. Ah ouais, il aurait pu être tranquille, il ne l'a pas été. Parce qu'en fait, il aurait pu mettre tout l'héritage qu'il a reçu en disant c'est dans son testament, quoi. Donc là, il vit normalement et après, quand il meurt, il donne tout, tu vois. Il donne tout à des assos plutôt que de faire hériter quelqu'un d'autre. Il aurait pu faire comme ça. Moi, franchement, à sa place, je pense que j'aurais pas continué à vivre dans la misère, je vais pas vous mentir. je pense que j'aurais pas... Après, quand t'es habitué, hein. Mais... Enfin, remarque, on sait pas comment on se comporte quand un héritage nous tombe dessus, on sait pas. C'est sûr, on sait pas. Mais bon, ça me vend pas du rêve. Ça me vend pas du rêve d'accumuler des petits boulots... Et de pas bien manger, quoi. C'est là comme ça, pas fou. J'aimerais bien être un cobaye. Ouais, on veut bien faire le test. Dites-nous. Non, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Spatch, il grandit à Long Island. Alors attendez, non, pardon, j'ai loupé un bout. Quelques aspects de sa trajectoire sociale peuvent nous aider à comprendre cette imbrication des positions politiques et de son style de vie. C'est parti. Spatch, il a grandi à Long Island, dans l'état de New York, au cœur d'une banlieue pavillonnaire. Il quitte la région dès la fin du lycée en 1965 et il part au Vietnam en 67. Ah mais il a fait la guerre. À l'âge de 20 ans, après une première expérience universitaire non concluante... Ah ouais d'accord. À 20 ans, il est envoyé au Vietnam. Au Vietnam, il ne participe pas directement au combat. Il est en cuisine et sert quotidiennement des repas aux autres soldats. C'est cette expérience qui est à l'origine de son prénom, Spatch pour spatula, spatule en français. Puisqu'il a décidé de conserver son surnom donné après la guerre et d'en faire son prénom officiel. T'imagines, Maudit, c'est mon prénom officiel? Intense, hein? De retour du Vietnam en 1968, il s'inscrit à nouveau pour l'université, cette fois à Antioch. Antioch! C'est un jeu vidéo, ça, pour moi. Dans l'Ohio, l'une des universités américaines où l'humeur contestataire est la plus répandue. Si cette période est fondamentale dans son processus de politisation, elle est aussi marquée par ses difficultés à endosser le rôle d'étudiant. Je n'ai jamais étudié, on rit tous les deux. J'y suis restée peu de temps, je n'ai jamais vraiment eu un intérêt pour les études.
J'avais un intérêt pour la connaissance, le fait d'apprendre, mais toute ma vie, je n'ai jamais pu écrire une dissertation. Et bien sûr, c'était la manière dont on faisait les choses, et c'est toujours le cas. Mais j'ai vécu une période merveilleuse, parce que c'était un centre intellectuel très fort, rare. Il attirait des jeunes très intelligents, et pas toujours jeunes d'ailleurs. L'université était parmi les premières à admettre des gens qui normalement n'auraient pas été capables d'y aller. Et les étudiants étaient très divers, avec un nombre de noirs important, ce qui était inhabituel. Et de fait, avant que j'y sois, il y avait eu plein de débats sur le racisme, sur les droits civiques. Et sur le Vietnam aussi ? Oui, le Vietnam. Je veux dire, les étudiants étaient vraiment sensibilisés à des questions du moment, du racisme, de la pauvreté, du mouvement ouvrier, des questions féministes, et bien sûr les arts. Beaucoup d'étudiants faisaient des choses exceptionnelles d'un point de vue artistique. Ça donne envie, hein ? De la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 70, Spatch va s'inscrire 5 fois à l'université, profitant à plein des possibilités offertes aux anciens soldats souhaitant poursuivre leurs études. Ah ouais ! Bonne idée, ça! Ah, ça donne pas envie. Hein. La contrepartie. T'es soldat, mais t'inquiète, si tu survis, tu pourras faire une formation derrière. Ça vend pas du rêve. Non, en vrai, non. Ce fils d'enseignant du secondaire, Beg, a bien du mal à se conformer aux exigences universitaires. Il parle d'ailleurs des étudiants comme une entité dont il ne fait pas réellement partie. Pour autant, ces années sont bel et bien constitutives d'un autre rapport au monde. Il découvre diverses pensées critiques, lit des auteurs anarchistes, développe un intérêt pour l'histoire du mouvement ouvrier aux États-Unis. Mais ça, c'est intéressant dans son parcours. Ça veut dire qu'il a passé beaucoup de temps à l'université, qu'il en ressort pas nécessairement diplômé, mais qu'il y apprend plein de choses. En fait, c'est pas un bon élève dans le sens qui est demandé par l'institution scolaire d'avoir des aptitudes d'écriture, orale, enfin de choses, en fait, de répondre à des attentes qui te permettent après d'avoir des bonnes notes et tout. Mais par contre, c'est un espace qui lui a fait découvrir des choses, où il a sociabilisé, il a rencontré des gens. Enfin, c'est trop intéressant, ça. Quand j'y étais, ce à quoi j'ai été initiée, ce qui a eu un effet important sur le cours de ma vie, c'est le mouvement ouvrier. L'histoire du mouvement ouvrier. C'est à partir de là que j'en suis venue à comprendre l'État. Et c'est probablement la même chose. Je suis sûre que c'est la même chose en France et partout ailleurs. La question, c'est comment les ouvriers sont traités. Et ça te dit ça, et les prisons. Tu sais, il y a une citation célèbre, hein, je sais plus si ça remonte à Dostoïevski ou quelqu'un comme ça, mais c'est, si tu veux bien comprendre un gouvernement, regarde ses prisons. Eh bien, la question ouvrière, c'est pareil. Ça dit beaucoup. En outre, cette période est marquée par l'intériorisation de raisonnements politiques qui viennent légitimer un mode de vie alternatif, reposant sur le refus du travail salarié, de la voiture, de la vie de famille et de toutes les responsabilités qui pourraient entraver sa liberté. Pour moi, avoir une voiture, c'était me priver de ma liberté, parce que pour la payer, ça voulait dire que je devais travailler, et si je devais travailler, je pouvais aller nulle part. C'est intéressant. C'est intéressant parce que comme on est en train de sortir la vidéo Sociologie de la voiture là, avec Ospolitique, c'est un peu l'inverse des pubs pour les voitures qui nous font vendre que la voiture c'est la liberté. Et moi, un peu comme lui, ça fait longtemps que j'hésite à avoir une voiture, mais ce qui m'empêche d'en avoir une, c'est que j'ai l'impression que ça va me coûter très cher et que je vais être obligée de l'utiliser pour rentabiliser. Enfin, c'est un peu angoissant quoi de te dire les frais qu'il faut pour tenir une caisse. Enfin, en fait, t'as l'impression que tu te mets un boulet, une chaîne au pied, quoi. Donc, si t'es pas obligé d'avoir une voiture, peut-être ça vaut pas le coup d'en avoir une. Et salut Lendy, salut à tous ceux et toutes celles qui arrivent. Ouais, c'est un trou à argent énorme, une voiture. Hein. Ouais, c'est clair. Donc je redis sa phrase, mais pour lui, la voiture, ça pouvait entraver sa liberté. Pour moi, avoir une voiture, c'était me priver de ma liberté. Parce que pour la payer, ça voulait dire que je devais travailler. Et si je devais travailler, je ne pouvais plus aller nulle part. La succession de petits boulots est donc présentée comme un choix inhérent à cette vie de bohème, permettant de travailler suffisamment pour pouvoir survivre, tout en retardant le moment de la stabilisation professionnelle. Les multiples pérégrinations de cette décennie sont quant à elles associées aux rencontres, aux convergences politiques et aux opportunités de se loger à moindre coût, comme lorsqu'il rejoint une maison collective près d'Athens, dans l'Ohio, à la fin des années 70. C'est d'ailleurs ce réseau amical qui le met en contact avec celles et ceux qui sont en train de créer une structure coopérative pour faciliter l'approvisionnement de coopératives alimentaires dans la région de Columbus. Ayant appris à conduire des camions à l'armée, il devient donc le chauffeur de poids lourd pour cette coopérative. Puis à partir de 82 pour New England Cops, comme si cette stabilisation professionnelle ne pouvait s'opérer que dans une organisation proposant un contre-modèle.
Donc là, il a un taf fixe qui est de construire, il a un taf fixe qui est de conduire des camions, mais il le fait pour des coopératives, quoi. Il y a des gens ultra précaires qui font 4 à 6 heures de trajet par jour, notamment à cause de la Silicon Valley, travaillent en cantine, nettoyage. Et qui vivent une énorme partie de la journée dans la voiture, qui sont obligés de prendre un véhicule. Bah ouais, non, bien sûr, non, mais c'est une réflexion pertinente. C'est une réflexion pertinente. Putain, j'ai des cheveux dans l'oreille. Avec mes cheveux de cocker, là. Très bien. Si cette aventure s'est mal terminée, puisqu'il a été licencié en 95, il porte encore un regard positif sur cette expérience, les coopératives constituant toujours, selon lui, une alternative raisonnable au capitalisme. Il tient également à souligner que malgré un salaire assez faible, cet emploi s'accompagnait d'avantages non négligeables, 4 semaines de congé en particulier, auxquelles il était possible d'ajouter 4 autres semaines sans solde, ce que Spatch a fait à plusieurs reprises. Il recourt d'ailleurs à une justification identique pour expliquer qu'il n'est pas cherché à exercer un emploi à plein temps après 95. La volonté de préserver du temps pour soi, de se cultiver, de voyager, et donc même le refus d'une dépendance à l'activité professionnelle. Ouais, il avait pas envie d'avoir un boulot fixe parce que du coup, t'as moins de temps pour toi, pour tes loisirs, etc. quoi. Non, mais c'est intéressant son rapport au monde. Moi, ça me stresse de pas avoir de boulot fixe. Mais c'est vrai que du coup, bah, le temps libre, t'en as pas. Après, moi, je fais un boulot que j'ai choisi et que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que en fait, si je pouvais pas faire un boulot que j'ai choisi et que j'aime beaucoup, je suis sûre que je travaillerais quand même beaucoup. Tout autant, parce que ça me stresse trop. Ou alors, il faudrait que j'ai atteint un autre niveau de méditation transcendantale. Là, on n'est pas à ça. Hein. Alors, attendez. Lorsqu'à la fin des années 90, il commence à s'engager sur la scène municipale, cette trajectoire influence fortement... Hop, j'ai loupé un passage. La manière dont il réalise ses désirs d'engagement. Spatch n'est pas diplômé de l'université. Son accumulation de connaissances s'est faite en autodidacte, passionné de politique, à distance des instances de production de la légitimité culturelle. Donc il se renseigne, il lit, il fait des choses sur son temps libre, quoi. C'est d'ailleurs en faisant preuve d'une même curiosité et d'une même discipline qu'il consulte des archives sur l'histoire de Miltonville à la bibliothèque municipale. Il s'attache à photocopier, à conserver des documents. Il construit ses propres données statistiques. Putain, ça c'est vraiment les nerds que je peux avoir sur mon Discord, ça. Regardez ça. Les autodidactes, là, à faire des cartes par eux-mêmes. L'engagement sur la scène municipale est donc indissociable de la production d'un savoir spécifique, auquel il me permet d'accéder, oui, en tant que chercheur, et dont il attend que je le valide. On perçoit ici l'un des effets classiques des parcours d'autodidacte, la nécessité de compenser la relative fragilité des savoirs acquis par la reconnaissance d'individus incarnant une légitimité sociale et culturelle plus importante. Donc en gros, là, il est en train de dire que si Spatch a accepté l'enquête sociologique aussi facilement, c'est qu'il était content de pouvoir être valorisé par quelqu'un qui a un savoir qui est considéré comme légitime de l'université, et que du coup... c'est un moyen de se sentir valorisé, quoi. Les nerds qui font des statistiques tout seuls, c'est incroyable. Au cours de l'enquête, Spatch me fait part de ses discussions régulières avec son ami Franklin, le psychiatre, avec Barrett, l'avocat, le town modérateur de la ville, avec Matthew, le nouveau town manager, auquel il voue une grande admiration. Comme j'ai pu le constater en réunion, l'essentiel n'est pas tant d'obtenir de ces hommes très diplômés une parfaite adhésion aux opinions qu'il exprime, mais plutôt de gagner le statut d'interlocuteur cultivé, digne d'intérêt, dont on doit respecter le point de vue. Ouais, il veut être leur égal, quoi. C'est des personnes très diplômées, perçues comme très légitimes, et il a envie d'être perçu comme un interlocuteur à qui ça vaut le coup de parler, et que les gens le trouvent intéressant. C'est légitime. Je comprends, hein. De leur côté, ces trois hommes, Barrett et Matthew en particulier, satisfont d'autant plus aisément cette quête de validation qu'ils ont besoin d'un tel niveau d'investissement pour introduire la croyance en l'importance de la participation à l'échelle locale. Ouais, c'est donnant-donnant, quoi. Dans le cas de Spatch, les effets de l'autodidaxie sont renforcés par l'absence d'une position professionnelle stable. C'est en effet en tant que jeune retraité qu'il s'engage sur différentes scènes, ce qui le prive de relations sociales associées à l'exercice des professions. Ce relatif isolement étant aussi redoublé par son statut de célibataire, n'ayant jamais eu d'enfant.
Marié 1 an dans les années 70, il a ensuite vécu plusieurs relations de courte durée. Ce faible ancrage social contribue à renforcer la centralité des idées et des principes dans la production de ses positions politiques. Ouais, donc ça lui permet d'exister aussi, mais c'est normal. Logique. Les positions politiques constituent en général à appliquer une gamme grille de lecture à différentes situations, en évacuant parfois la complexité des enjeux propres à ces situations. Exemple parmi d'autres, en mars 2016, quelques jours avant le town meeting, alors que les débats sur la construction d'un nouveau bâtiment pour la police municipale continuent de diviser les membres de l'Assemblée, Spatch m'envoie un email dans lequel il me dit son opposition à un projet qui coûterait 8 millions de dollars. En ce qui concerne, je trouve que c'est beaucoup trop d'argent, alors que tant de gens ont besoin d'emploi, d'une assurance santé, de nourriture, d'autres besoins basiques. Si les contribuables ont vraiment autant d'argent, on peut commencer par rénover le siège de la police. Quoi ? Là où il est aujourd'hui, ça a dérivé très vite. Dans le bâtiment municipal, dépenser les 6,5 millions qui restent dans des choses plus utiles. Mais la décision va être prise par les membres du town meeting, qui ne figurent pas parmi ceux les plus dépourvus de ces nécessités essentielles. Je veux pas le rapport entre l'assurance santé et rénover le bâtiment de la police. Les gens qui ont de l'argent veulent être protégés, ceux qui ont faim veulent de la nourriture. Attends. Ah, mais je comprends ce qu'il veut dire. Ok. En gros, ils veulent mettre 8 millions de dollars pour construire un nouveau bâtiment de police municipale. Et lui, il dit, bah pourquoi il rénove pas l'ancien, c'est con. Voilà, c'est ça en gros, voilà. Il parle de dépenser moins pour avoir plus d'argent pour faire d'autres choses. C'est ça que j'avais pas compris, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit ça à la fin. Les gens qui ont de l'argent veulent être protégés, ceux qui ont faim veulent de la nourriture. Malheureusement, ceux qui ont faim sont tellement découragés et mal informés qu'ils ne votent pas. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, là, ils vont construire un nouvel hôtel de police, quoi. Ouais. Pour d'autres acteurs et actrices du gouvernement municipal, ce point de vue peut apparaître comme désajusté. Notamment pour celles et ceux qui travaillent avec la police municipale et qui considèrent les policiers comme des partenaires, voire des alliés. Bah oui, c'est ça. Quand tu discutes avec les flics tous les jours, tu te dis on fait ce que les flics veulent aussi. Enfin, en tout cas, on a les mêmes intérêts. C'est bien sûr le cas de Benjamin, le procureur du comté. Et c'est aussi le cas d'une autre membre du Select Board, Lucie, directrice de l'association qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Je travaille étroitement avec les forces de l'ordre et je me sens responsable à leur égard. Je m'appuie sur eux dans mon travail au centre. J'organise des sessions de formation pour eux au centre. Je ne me vois pas leur dire « Ah non, le nouveau bâtiment, il va falloir encore attendre. » Quand on pense que c'est des associations qui sont obligées de faire des formations pour la prise en charge de victimes de violences sexistes et sexuelles à la police. Aïe aïe aïe. Salut Gaët. Cette proximité est assurée et aussi rendue possible par le fait que les policiers de Miltonville sont loin de correspondre aux images d'une profession raciste ou en voie de militarisation, selon une expression assez courante au sein de la gauche états-unienne. Bah oui, mais en fait, c'est ce que dirait la France Insoumise. C'est la police de proximité. Alors c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est la police de proximité. Et c'est les bons, ceux-là. Après, quand tu mets quand même plus de thunes dans ta police que dans le logement ou autre, ça pose question, hein. Aïe aïe aïe. Dans la presse locale, on lit au contraire des interviews du chef de la police dans lesquelles il défend une pratique du métier plus attentive aux causes de la délinquance et de la consommation de drogue qu'animée par une volonté de réprimer ou de criminaliser. Bah tant mieux, mais bon quand même, ça suffit pas. Il organise également des cafés hebdomadaires dans différents lieux de sociabilité pour discuter avec la population, en mettant en avant les bienfaits du community policing. Mais ça, c'est le rêve de la France insoumise, ça. La police communautaire. Spatch n'intègre pas cette différence à son jugement sur l'utilité du nouveau bâtiment. Il est convaincu que l'amélioration des conditions de travail des policiers ne peut pas constituer un objectif politique. De la même façon, c'est encore en faisant valoir la primauté de quelques principes fondamentaux qu'il s'exprime au sujet de la crise que connaît la coopérative alimentaire. Alors là, on bouge de sujet parce qu'il y a aussi une coopérative alimentaire du coup dans la ville. Bah c'est ça, le Vermont c'est majoritairement des blancs, donc forcément ils ont moins de... Ah, la police fait moins d'actes racistes. Ouais, ils sont qu'entre blancs. Forcément, ça joue quoi.
De la même façon, c'est encore en valorisant la primauté de quelques principes fondamentaux qu'il s'exprime au sujet de la crise que connaît la coopérative alimentaire. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la coopérative alimentaire ? Alors qu'au plus fort de conflit, il se sent autorisé à participer à certaines réunions, du fait de son statut de membre de longue date de la coopérative et d'ancien salarié, il ne prend pas la mesure des tensions qui opposent les individus et ne saisit pas leur portée politique, guidé par un optimisme sans faille sur les vertus de l'organisation coopérative. Ah oui, d'accord, il est en mode... il a des œillères, il se dit « Mais c'est tellement bien la coopérative !» Entendez-vous, s'il vous plaît. En fait, s'il est bien présent sur cette scène, il en délègue la lecture du conflit à ceux qu'il connaît depuis longtemps et avec qui il échange de temps à autre. Paul, le général manager, et Chris, le membre du board. Là encore, il semble s'en remettre au point de vue de quelques hommes plutôt que de réellement prêter attention aux revendications des femmes qui portent la contestation. Ce constat invite à penser la manière dont il hiérarchise les enjeux et les causes. Spatch est moins sensible au féminisme qu'aux inégalités sociales et aux maux de la démocratie. Pourtant, tout est lié, Spatch. S'il reconnaît le bien fondé des idées féministes, il n'a pas pleinement conscience de ce qu'elles impliquent en pratique, notamment dans cette répartition de la parole au sein des groupes. Cette faible intégration des raisonnements féministes s'observe en particulier dans la manière dont il évalue les qualités et les défauts des hommes et des femmes sur la scène politique locale. Ah oui, dans quels termes il en parle ? Début 2016, alors que nous discutons des prochaines élections au Select Board, je l'informe que, d'après un article du journal The Agora, Lucie n'a pas l'intention de se représenter, et il s'en réjouit. Tant mieux, c'était une grosse déception, elle a passé son temps à dire à quel point elle était entourée de gens formidables. De son point de vue, Lucie n'a pas défendu de position claire, identifiable, pouvant être associée à des orientations politiques. En réalité, comme elle me l'explique en entretien, elle a bien cherché à faire avancer une cause, celle du processus décisionnel à l'échelle locale. Selon elle, cet objectif implique de fait une certaine retenue dans l'expression de ses propres opinions, puisqu'on ne peut pas vouloir faire vivre la parole en imposant une lecture clivante des enjeux ou un discours d'autorité inhibant toute autre parole. Bah, si t'es élu et que ton but en tant qu'élu, c'est que le fonctionnement soit plus démocratique, tu peux pas pousser tes idées à toi en avant. Ça, c'est clair. C'est clair. Parce que sinon, bah, comme t'es élu, tu vas être perçu comme la figure d'autorité. Donc si elle le dit, ça doit être la plus légitime à le dire. Et les gens vont te suivre. Et tu deviens une chef. Tu deviens une chef plutôt que quelqu'un qui fait avancer la démocratie. Ça, c'est clair. Je la comprends. Concernant Spatch, cet exemple est intéressant. Car il montre comment le jugement négatif porté sur une élue est révélateur d'une certaine inaptitude à intégrer l'économie de la parole à l'éventail des pratiques politiquement pertinentes. Au cours de l'enquête, c'est d'ailleurs ce que lui reprochent certains acteurs et surtout certaines actrices de la scène locale. Un exercice un peu trop individuel de l'engagement politique. Une grande difficulté à faire vivre un collectif. Ouais, il a l'habitude de fonctionner seul, quoi. Alors que des fois, en collectif, tu dois faire des compromis. Je pense qu'il fait moins de compromis. Pour achever ce portrait, il reste un point à éclaircir, l'inscription de ses engagements dans un espace local circonscrit à la scène Milton-Vinez, donc il sort pas de la ville. Cela s'explique en partie par la structure organisationnelle du People Center, qui, on l'a vu, tend à déléguer la direction politique et stratégique à des groupes, principalement situés dans le nord de l'État. Cela s'explique aussi par la faiblesse relative des ressources dont il dispose. Spatch n'est pas diplômé de l'université. Et il a eu pour seule véritable activité professionnelle son emploi de chauffeur routier, sur une période assez courte, une quinzaine d'années. Au cours de cette trajectoire, il faut associer les conséquences... C'est ça ? Oui, de certains choix, comme le fait de ne pas avoir de voiture, ce qui a longtemps limité ses déplacements. On pourrait s'arrêter là et mettre l'accent sur les contraintes qui réduisent les possibilités d'action, mais ça serait insuffisant, puisqu'on ne rendrait pas compte des profits à investir sur la scène politique locale. Donc il n'a pas pu s'impliquer dans d'autres espaces, parce qu'en plus il n'avait pas de voiture, mais il va s'investir beaucoup plus à l'échelle locale, ça va le faire grandir sa position à l'échelle locale. Ces profits sont tels qu'ils orientent fortement la façon dont se renouvelle son intérêt pour la politique. Ainsi, à ma grande surprise, en février 2020, une semaine après la primaire démocrate de New Hampshire, Spatch ne connaissait pas les résultats de cette première élection, dont les médias ne cessaient pourtant de parler, et qui concernait au premier chef son candidat, Bernie Sanders. C'est que les priorités sont ailleurs. Les priorités sont d'abord à Miltonville. Cela peut sembler paradoxal quand on sait que l'accès au Select Board lui a été refusé par les urnes à plusieurs reprises. Ah, donc il n'a pas été élu au Select Board en plus, oh là là. Il doit être trop radical, trop radical. Ah ouais, donc en fait, la politique à des niveaux supérieurs, il fait moins attention à ça. Il est vraiment concentré sur l'échelle locale, même sur le suivi de l'actualité, quoi. Plusieurs éléments permettent de lever ce paradoxe, à commencer par son attachement au town meeting, dont il est un des piliers.
Comme pour beaucoup d'autres membres de sa génération, ce mode de gouvernement est associé à la possibilité de participer directement à la fabrique du bien commun et à la survivance d'un désir démocratique qui n'était pas encore corrompu par l'expansion du capitalisme, à l'époque où ça a commencé à exister, ouais. Surtout, son statut d'outsider ne l'empêche pas d'obtenir des victoires, source de gratification symbolique. Par exemple, en février 2020, il me raconte, fier de lui, un épisode du Town Meeting de 2019. La question était, devons-nous mettre 10 000 $ sur le comité énergie de la ville? Lisa Taylor propose un amendement pour accroître le montant jusqu'à 40 000 $. Je sais combien coûtent les choses. Je me dis, 40 000, ça va nous mener nulle part. Parce que ce dont la ville a besoin, c'est une personne qui, de l'intérieur, prenne en charge tes questions. Donc je me lève et je dis, je voudrais augmenter la somme jusqu'à 100 000 $. Et là, grosse exclamation dans le public. Ensuite, j'ai fait mon discours et d'autres personnes ont parlé et c'est passé. La Sustainability Coordinator a été embauchée il y a 2 semaines. J'ai pas compris. En gros, ils ont voulu lancer quelqu'un qui gère l'énergie, l'électricité, etc. de la ville. Ils n'avaient pas mis assez d'argent. Donc lui, il a mis un coup de poing. Comme ça, là, sur la table. Et il a dit, il faut mettre beaucoup plus, 100 000 $. Les gens ont été choqués, mais il a fait son discours et il a réussi à les convaincre. Et maintenant, il y a quelqu'un qui coordonne tout ça, qui a été embauché. Bravo. Stylé, mais combien il sait combien ça coûte tout ça? Bah, il a l'air d'être très impliqué. Il doit se rendre compte. Moi, je lui fais confiance. Moi, il a dit qu'il savait, il savait. C'est comme ça que je me fais avoir en assemblée générale. Alors que, par exemple, l'assemblée générale de notre asso, là, la trésorière. Maintenant, elles sont plusieurs, mais... elles sont plusieurs, mais à l'époque, il y en avait une. Elle débarquait comme ça. Elle parlait un peu. Genre... Elle parlait un peu comme ça, genre hyper calme, voilà. Et elle te montrait des tableaux, quoi. Il y avait tout. Alors là, en fait, sur cet événement, on a fait 2000 €. Il le disait avec confiance, ça doit être vrai, c'est ça. Elle le disait sans confiance, mais avec de beaux tableaux. Et je me disais, putain, ça c'est beau. Il n'y a pas d'argent. Si, on en avait. Là, on en a plus, ça y est. Après le Covid, en fait, on a... Les gens, ils ont payé une licence, ils n'ont pas fait de sport ni de déplacement. Donc, en fait, on a accumulé de l'argent. Et en plus, on n'a pas fait de déplacement. Donc, on n'en a pas perdu. Donc, à un moment, on avait de l'argent. Maintenant, là, ça y est, on n'en a plus. Enfin, de toute façon, le but, c'est pas de faire de l'argent, c'est d'être à zéro, d'être à l'équilibre chaque année. Hein. Avec une asso. Enfin, avec notre asso, en tout cas. Très bien. Attendez, j'étais là. En train de dire son anecdote. Donc voilà, là, il a réussi à les convaincre. De même, toujours en février 2020, en tant que membre de l'organisation Miltonville for Active Democracy, il se préparait à rencontrer un élu du Parlement de l'État pour discuter de la transposition juridique du résultat de la consultation de mars 2019, autorisant les jeunes de 16 et 17 ans à voter aux élections locales. Ces gratifications sont donc rendues possibles par l'existence même du Town Meeting, par la faible sélection à l'entrée de cette assemblée, et par la profusion d'associations et de comités municipaux. Rappelons que Spatch, depuis la fin des années 90, a été membre de 6 comités, qu'il a même été élu au School Board de 2017 à 2019. Donc ça, c'est gestion pour l'école, c'est ça? Pour des individus tels que Spatch, cette scène politique locale fonctionne comme autant d'instances de reconnaissance sociale, et d'autant plus qu'elle s'adosse ici à une forte valorisation du capital culturel. Pas rembourser les licences? Bah je sais pas si elles ont été remboursées, je pense pas. Tu peux pas payer, tu peux pas rembourser la part qui a été filée par la FFRS, qui a été filée à la FFRS, pardon. La FFRS, c'est la fédération française de roller. On se demande s'il est plus là pour ses idées ou la reconnaissance sociale qu'il en tire. Non mais ça n'existe pas. Hein. Enfin, je suis désolée, mais quelqu'un qui fait des choses que pour ses idées et qui n'en tire aucune forme de reconnaissance, elle tient pas. Elle tient pas. Ce qui fait que tu continues, c'est que tu as des formes de reconnaissance. C'est normal. Mais ça, c'est pour tout le monde. Hein. N'importe quel militant. Les militants qui vous disent que c'est pas ça qui fait tenir le coup face aux horreurs, parce qu'en fait, tu gagnes jamais. Ou très peu. Donc en fait, les rares fois où tu gagnes, il faut que ça soit reconnu, sinon tu tiens pas. Enfin, ça, c'est la base.
Les rétributions du militantisme, c'est la base. S'il y a aucune rétribution et que des aspects négatifs, t'as envie de faire autre chose de ta vie, c'est tout à fait normal. La reconnaissance des pairs, exactement. Mais tu sais, c'est pas forcément carriériste, tu vois. C'est pas forcément le prestige. Par exemple, faire du contenu sur internet ou être reconnu. Moi, demain, si ça s'arrête, je continuerai à faire des trucs militants parce que c'est pas ça qui m'a c'est pas ça qui m'intéressait à la base, il y a d'autres choses. Mais par contre, d'être reconnu par les camarades avec qui tu traverses des choses, c'est essentiel, sinon tu tiens pas, quoi. Tu tiens pas. Ça fait des formes de satisfaction, ouais. C'est normal. Mais on lira peut-être un truc là-dessus, sur les rétributions du militantisme. C'est qui? C'est Olivier Filleul? Oh là là. Là, il y a des trucs qui sortent de ma tête, ça se trouve, je sais pas. Mais ouais. Après, par contre, je comprends la méfiance, parce qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent faire ça... je vois ce que tu veux dire, Palace Brandy, de trucs carriéristes, ça te permet, toi, d'avoir une ascension sociale. On est encore dans autre chose. Et c'est peut-être, des fois, le but premier, plutôt que... Enfin, désolé, c'est un peu confus ce que je dis, mais je vois carrément ce que tu veux dire. Le reproche de dire... Des fois, il y a des gens, tu vois que clairement... Et des fois, tu l'as avec des gens qui sont... Allez, vas-y, je vais prendre un exemple, comme ça sera plus clair. Je prends une pause, et puis comme ça, j'en profiterai pour aller chercher de l'eau, parce que j'ai oublié ma gourde encore. Mais en gros, ça, je pense que... Il y a un exemple concret qui montre que des fois, il faut être méfiant et que c'est légitime comme remarque. C'est les grèves générales illimitées qu'il y a eu en 2012 au Québec avec le mouvement des carrés rouges. Où ils sont partis en grève, lutte, manifestation contre la hausse des frais de scolarité. En gros, l'université allait coûter beaucoup plus cher. Et ils ont été soutenus par la population et c'est devenu un mouvement pour demander la gratuité scolaire. En mode, mais ça devrait être gratuit en fait, d'avoir accès à l'université. Dans ces mobilisations, il y avait plein de groupes syndicaux étudiants. Et il y en a certains qui ont été élus porte-parole et qui ont été invités sur les plateaux télé, etc. Et ben ces gens maintenant sont des gens qui font carrière en politique et qui, derrière, ont pu trahir les... En tout cas, ils ont pu être perçus par des militants et militantes comme des gens qui ont trahi en plus les personnes qui les ont élus et qui les ont mis après en position de pouvoir comme ça. Donc ça pose plus la question là de quand t'es élu, qui est-ce que tu représentes, comment est-ce que tu les représentes, comment est-ce que tu ne trahis pas leurs paroles, etc. Voilà. Donc effectivement, il y a des gens qui sont là aussi dans une visée carriériste pour une forme de reconnaissance, etc. Et qui font souvent des carrières en politique derrière. Et ça, c'est légitime à poser comme question, bien sûr. Bien sûr. Mais ça, c'est un truc... Je pense que c'est un truc où toute personne qui fait du contenu sur Internet politique, elle est un peu regardée en chien de faïence parce que on peut avoir peur de ça et c'est légitime que d'être méfiant et méfiante, et vous avez bien raison de l'être, à mon humble avis. Plutôt que de croire que tout le monde est essentiel et ce qu'ils font, si leur contenu disparaît, ça serait horrible. Je pense que c'est plus sain d'être méfiant et de faire attention. Parce qu'en fait, on est tellement reconnus. Quand tu fais du militantisme dans la vraie vie, en dehors d'Internet, Internet c'est aussi la vraie vie, mais quand tu fais du militantisme de terrain hors ligne, t'es très peu reconnu, t'as très peu de moments où ton travail est valorisé. Quand c'est valorisé, tu t'y accroches là. En ligne, c'est l'inverse. T'es valorisé en permanence. Les gens viennent te dire que c'est génial ce que tu fais en permanence. Donc ça crée vite une torsion de la réalité. Où on pourrait se juger essentiel à cause de ça, alors qu'en fait, tout est essentiel, entre guillemets. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus essentiel que quelqu'un d'autre. Le fait de faire du contenu vidéo, par exemple, c'est pas plus essentiel que les camarades qui se lèvent pour faire des blocages et des putains de banderoles à 5h du mat'. Là. Enfin bon, en tout cas, je trouve ça sain de se méfier. J'ai un peu une méfiance à l'excès avec toutes les déceptions sur la scène politique. Ouais, je comprends. Non, mais c'est légitime, hein, c'est légitime. Mais du coup, par contre, pour te répondre, les sociologues des mouvements sociaux
Donc les gens qui se sont intéressés au travail ordinaire de militants et militantes ont montré que ce qui fait tenir l'engagement politique, c'est les rétributions militantes. Donc les rétributions, c'est la reconnaissance des pairs, c'est plein de choses, hein. Il y a des listes, mais tu vois, par exemple, avoir accès à des choses... Moi, par exemple, c'est des espaces de sociabilité pour moi. Pour moi, j'aime passer du temps avec des gens parce que sinon, je suis très isolée. Et ben, c'est une forme de rétribution, tu vois. Ce qui fait que je continue à m'impliquer, c'est pour être avec des gens. Ça m'apporte quelque chose. Ça, c'est pas juste pour la beauté de la lutte de manière complètement désintéressée. Mais c'est pas non plus intéressé au sens carriériste du terme. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Mais c'est pour ça que des fois j'ai du mal avec les gens qui me disent ça a l'air horrible d'être bénévole, d'être dans des assos, d'être militant. Je suis en mode mais c'est dur et il y a plein de choses forcément qui sont dures, mais quand même au quotidien c'est trop agréable et c'est trop bien parce que c'est des espaces où tu rencontres des gens, où il se passe plein de choses. Il y a des conflits parfois et tout, mais en vrai, en soi, c'est juste... Moi, ma vie, elle serait beaucoup plus fade sans ça, quoi. Ça me fait du bien, moi, ça me fait du bien. Une meuf de mon asso de maraude, chaque semaine, elle postait une story comme quoi elle faisait une maraude. Bah ouais, mais peut-être qu'elle avait envie d'impliquer d'autres gens pour qu'ils fassent des maraudes. J'en sais rien. Mais ouais, je comprends que ça puisse être agaçant, bien sûr. Non, mais moi, j'ai déjà eu comme ça... Oh, c'est là que tu vois que c'est les perceptions. Les perceptions sont particulières. Par exemple, je pensais aux colleuses. Les personnes qui collent des messages féministes dans la rue. C'est trop bien, tu vois. Moi, à chaque fois, ça m'émeut. Il y a plein de messages depuis que ça apparaît. Je trouve que c'est une manière de se réapproprier l'espace public que j'aime beaucoup et tout ça. J'aime trop ces espaces. Je les adore, bien sûr. Mais un jour, il y a une grosse bourgeoise que je connaissais qui est venue me voir et qui m'a dit « Ah, cette fois, mon 31 décembre, mon réveillon... je l'ai pas fait à faire la fête, à faire la course de qui fait la plus grosse fête, du plus gros moment inoubliable. Je l'ai fait à aller faire des collages. Et vraiment, on se rend compte que on est peu de choses et ça fait sens. » C'est vraiment le cliché ultime de la bourgeoise qui d'un coup a fait une activité militante et se dit « Ah mais le courage qu'il faut pour faire ça, moi je l'ai fait un soir et ça m'a transformée. » Enfin voilà, c'est aussi qui fait les choses, de quelle manière, qui peuvent nous tendre à certains moments. Mais sachez qu'il y a toujours des rétributions. Ce qui fait tenir l'engagement militant, toujours, qu'importe les personnes, ce qui fait tenir l'engagement militant, c'est les rétributions. On ne fait pas quelque chose juste comme ça en don pour la beauté du geste. Pas sur le long terme en tout cas, c'est pas possible. Pour une action peut-être, mais pas sur le long terme, c'est pas possible. Ça demande tellement d'implication que c'est pas possible. Voilà. Merci Cofinote pour le sub, bienvenue à toi, merci beaucoup. Merci, merci. Mais voilà, mais peut-être que je m'étais noté pour contraste, c'est dans ma liste de trucs que j'aimerais bien faire. On verra si ça chauffe host, mais un truc sur les rétributions militantes, je trouve ça trop bien. Est-ce que c'est possible de faire des choses de manière désintéressée ? Tu vois, rien que se poser cette question. Voilà. Comment les gens s'engagent ? Voilà. Mais en fait, on met pas tous les rétributions au même endroit. C'est pas juste pour se montrer ou exister. Mais ça peut être aussi, bah voilà, moi je travaille seule. Je suis enfant unique et j'ai toujours vécu un peu mal d'être seule. J'ai envie d'être avec des gens. Les assos, c'est un moyen pour moi d'être avec des gens. Et en dehors du travail, de créer des liens qui ne sont pas liés au travail. Que je trouve ça, c'est essentiel. Donc en fait, c'est des trucs comme ça. Moi, les milieux militants, ça a toujours été un moyen pour moi de passer du temps avec des gens qui me ressemblaient plus qu'ailleurs, avec qui je me sentais bien, même si des fois il y a des gros conflits et tout, et j'ai quitté la plupart des milieux dans lesquels j'étais. J'en change régulièrement. Salut Spinoza, ça me fait penser à un bouquin de Bourdieu. L'intérêt au désintéressement. Ah, je le connais pas celui-là. Je vais me le noter, tiens. Je vais me le noter, puis comme ça je prendrai ma petite pause après. Mais en tout cas, c'est sain de se poser ces questions-là. Vous posez pas de... Enfin, je pense que... Soyez maudits! Merci Damodred pour les 76 mois de soutien. L'émiri qui dit ceux qui sont dans un syndrome du sauveur. Oui, je pense que vous avez raison de vous méfier. Je pense que c'est sain de se méfier. Notamment des gens qui nient qu'il y a des rétributions. Il y a toujours des rétributions au militantisme. Et des fois, c'est quand il y a un déséquilibre et que tu n'as plus aucune rétribution que là, tu te désengages. Donc, c'est vraiment... C'est étudié, hein, de toute façon.
Et c'est important. C'est important de se dire, qu'est-ce qui fait que je tiens, tu vois. Moi, c'est ça, en fait, individuellement, ce que je pose comme question. Pas d'un point de vue sociologique, mais par rapport à ma vie. Je me dis, bah, pourquoi je continue à faire ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai encore envie de le faire? Et c'est là que tu vois tes rétributions. Attends, je note. Je note ta recours. Salut Xinichi, j'ai regardé la vidéo sur les substances ce matin en allant à la fac. Ah, bah trop bien que ça t'ait plu. En tout cas, je pense que c'est sain de se méfier des gens qui vous disent ah non mais moi je fais ça de manière complètement désintéressée, ça m'apporte rien. Peut-être que la personne n'est pas mal intentionnée, qu'elle n'a pas réfléchi à ce que ça lui apportait, mais voilà, laissons le bénéfice du doute. Mais méfiez-vous. Tout comme méfiez-vous des créateurs de contenu qui disent on vient me mettre des bâtons dans les roues et m'harceler en ligne alors que je fais un travail essentiel. Ce qui est essentiel, c'est le nombre. Hein. C'est le fait qu'il y ait une multiplication de contenus, d'actions militantes, en ligne et hors ligne. Mais nous, individuellement, on n'est pas plus essentiel que quelqu'un d'autre, quoi. C'est souvent des gens qui veulent être défendus par d'autres, quoi. Avoir du soutien. Mais juste, ils peuvent demander. J'aimerais bien avoir du soutien parce que la période est difficile. Je sais pas pourquoi les hommes qui font du contenu politique en ligne n'aiment pas se montrer vulnérables. Ça pose question. Merci Dabodred pour les 76 mois de soutien. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Mais vous savez le truc du truc... Là tu parles un exemple... Il y a Sacha qui donne un exemple de Friends. Un épisode de Friends, il y a quelqu'un qui essaye de prouver à l'autre qu'il peut faire quelque chose de façon 100% désintéressée. Mais vous savez, les premiers travaux en sociologie, vraiment les premières choses de sociologie qui existent, c'est Durkheim et son neveu Marcel Mauss, et ils vont parler du don contre don. Quand tu fais un don, il y a toujours un contre-don, une forme de contre-don. Ce n'est jamais 100% désintéressé. Et ce n'est pas un problème. C'est le fondement de notre vie en société. Ce n'est pas un problème. Ça veut pas dire que vous êtes une merde. Enfin, il n'y a pas de point de vue moral là-dedans. C'est qu'en fait, c'est le fonctionnement de... ça nous aide à interagir avec les autres. Vous faites ça, vous avez par exemple, je sais pas... j'ai donné une anecdote de deux meufs qui se sont fait harceler dans la rue, dans le métro, pardon, par un vieux mec. Et ben j'aurais aimé qu'on fasse ça pour moi quand j'avais 17 ans. Je fais ça pour la moi du passé. Je fais ça parce que je me dis que si on multiplie les exemples de meufs qui ne se laissent pas faire avec des mecs dans les transports en commun, peut-être que les gens vont moins laisser faire ces mecs. Enfin, c'est ce genre de truc. Voilà, en fait, des fois, c'est des trucs symboliques, en fait. On n'est pas dans de la rétribution matérielle. On n'est pas dans de l'argent, du gain, enfin, voilà. C'est pas, tu m'as offert un cadeau de Noël, je vais t'en offrir un en échange. Mais, en fait, c'est la base des relations sociales. On prend soin les uns des autres, on fait attention les uns aux autres. Et ça nous apporte quelque chose. Voilà. Il y a de la satisfaction, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment le début de la sociologie. C'est voilà, les bases de la sociologie. Et c'est un peu le fonctionnement de la vie en société humaine. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les formes de société. Voilà. Et qui existe un peu, qu'importe le type de société. Voilà. Je le fais pour que la roue tourne. Exactement, on le fait pour que la roue tourne. Mais tu vois, les lives caritatifs sur Twitch, pourquoi est-ce que ça marche autant? C'est aussi pour ça, c'est que tu participes à un truc qui te fait sentir bien avec d'autres gens, tu passes un bon moment, et puis surtout tu te dis, bah voilà, moi j'espère que si demain il y a un tsunami qui vient, ou des inondations, ou je sais pas quoi, qui vient ravager ma région, j'espère que je pourrai avoir des gens qui se sentiront solidaires. Enfin, en fait, on fait ça aussi... parce que on se sent solidaire, mais qu'on imagine que les autres le seront pour nous. Enfin, voilà. En fait, c'est pas toujours dans notre intérêt personnel, mais ça veut pas dire pour autant que c'est 100% désintéressé. C'est parce que c'est des choses dans lesquelles on croit. C'est aussi des fois de l'ordre du symbolique. C'est des notions de croyance. On croit que c'est la chose qui est la plus importante, qui fait le plus sens pour nous, etc. Mais moi, il y a plein de choses que je fais, c'est 100% parce que je crois que c'est mieux comme ça.
que moi je me sentirais mieux comme ça. Mais voilà. Mais par contre, je vais pas avoir de rétribution directe. Mais c'est juste que je me dis, je me sens mieux de faire ça. Je me sentirais mal de pas le faire, par exemple. Je me sentirais mal de pas le faire. Voilà. Mais le caritatif, c'est jamais désintéressé. C'est jamais désintéressé, par exemple. Mais le militantisme non plus, le monde associatif non plus, enfin voilà. Donc, mais ouais, en tout cas, je me l'étais noté dans des sujets qui seraient intéressants à aborder parce que je vous ai dit, il y a des travaux sur le monde associatif et sur le monde militant qui ont été faits, sociologie des mouvements sociaux et tout, qui abordent tout ça. Justement pour comprendre pourquoi les gens s'engagent et pourquoi les gens se désengagent. À quel moment il y a une rupture et à quel moment les gens arrêtent. Tu vois, je sais pas, t'as été au Parti communiste français de génération en génération depuis des décennies et là, tu t'en vas. Qu'est-ce qui fait que tu t'en vas? Qu'est-ce qui fait que tu décroches? Il y a aussi des travaux sur ça. Je trouve ça trop intéressant. Je vais prendre une pause boisson. Je reviens dans 2 minutes. Le chat, je vais vous laisser avec la scène d'intro. Parce que j'ai pas reprévu de best-of encore. Et voilà. À tout de suite. À tout de suite. De retour. JPEP. Non, j'ai pas pris de café, Faut pas abuser. Il est 19h45, on va pas prendre un café. Non, j'ai pas fini la boisson de tournage avec Lumi, là. La boisson de tournage. Le Paquito.
Le Paquito avec pulpe. Putain, saloperie. Que je bois dans une Eco Cup alors que j'ai des vrais verres maintenant. Ma pinte de Paquito. Allez, ça part. Tam, 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 tam. Bah écoutez, on va terminer le parcours de Splatch. Spatch. Merde, je me souviens pas comment il s'appelle. Et puis après, on va... C'est du jus de pamplemousse, ouais. En fait, on doit avoir une boisson qui est assez épaisse. Pour pas que... Vous voyez, comme ça, là. Pour pas que ça disparaisse dans le fond vert au tournage. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de terminer le parcours individuel de Splatch, Spatch, Spotch. J'y arrive pas, hein. Tout ce qui n'est pas un... Enfin, ma dyslexie, tout ce qui est non propre, j'y arrive pas. Hein. Voilà. Et comme ça, après, on passe à la conclusion. Spatch, c'est ça. Je sais pas pourquoi je rajoute un L, en fait. Très bien. Donc, en tout cas, lui, il était en mode trop fier d'avoir réussi à filer 100 000 balles pour gérer l'énergie de la ville. Alors, attendez. Je vais remettre mes cheveux derrière, parce que ça m'embête, en vrai. Et c'est parti. Alors. Tac, tac, tac. On en était où, là? Ah oui, il avait eu des... Voilà. Il avait une implication locale importante. Je vais mettre ça là. Hop. Il avait une implication locale importante. Et depuis la fin des années 90, il a été élu quand même dans 6 comités. Hein. Pour bien comprendre ce qui se joue dans cette focalisation au niveau local, il faut ajouter qu'elle s'accompagne d'une obsession pour la communauté. Ah, ça c'est intéressant, parce qu'on n'a pas entendu parler du mot de communauté depuis le début, alors que j'ai l'impression que c'est un truc important aux États-Unis. Hein. Quand bien même il est difficile de savoir. Donc ce mot est très présent dans ses propos, le mot de communauté. Son engagement est souvent associé à la nécessité de lui redonner de la vitalité qu'elle a perdue, de recréer un sens de la communauté, quand bien même il est difficile de savoir ce que ce type d'expression signifie exactement pour lui. Si elle contient l'idée de liens forts et de rapports sociaux fondés sur la proximité et sur la solidarité, on a l'impression que cette community d'antan est largement mythifiée et qu'il aurait sans doute du mal à en situer l'âge d'or. Ouais, il aimerait recréer un sentiment communautaire, mais est-ce qu'il a déjà ne serait-ce qu'existé? Est-ce qu'il n'est pas juste en train d'essayer de le créer toute pièce, quoi? Mais je comprends ce qu'il veut dire, c'est même si c'est vague, c'est prendre soin des gens à l'échelle locale. Il est d'ailleurs probable que la lecture de l'ouvrage de Putman, Bowling Alone, ait contribué à cette idéalisation. Ah, j'ai pas la rêve, ça. Je connais pas. Mais on peut mettre en relation cette obsession de sa situation de newcomer n'ayant pas fondé de famille à Miltonville. Lors d'une discussion, il m'avoue en toute lucidité « Je n'ai pas de racines. C'est pour ça que je suis intéressé par cette histoire de communauté. » Il prolonge en racontant l'anecdote suivante. Une fois, je suis invitée par la fille d'un ami à la fête de fin d'école de primaire. J'y suis allée et j'étais très mal à l'aise. Toutes ces personnes se connaissaient bien. Les gamins ont passé les premières années de leur vie ensemble, en quelque sorte. Ils sont une famille. Je n'ai jamais connu ça à New York. Non seulement il n'a pas construit durant son enfance les liens forts et durables dont il parle, mais sa trajectoire ultérieure a également réduit la possibilité d'établir des racines. Ses engagements sur la scène locale sont bien l'expression d'un profond désir d'appartenance. Mais voilà, et ça c'est quelque chose qu'il recherche et qui implique son engagement, quoi. Se sentir appartenir, c'est tout à fait légitime. Hein. De façon significative, c'est lui qui organise une petite fête au moment de mon départ en août 2015. Il s'y retrouve plusieurs enquêtés rencontrés au cours de l'année. Il joue alors pleinement son rôle de personnage incontournable, mettant en relation les habitants socialement très différents, allant du ton de modérateur, incarnation de l'équilibre culturel et l'économique locale, à un jeune couple arrivé en ville depuis peu et disposant de faibles revenus. Ouais, il arrive à mettre en lien des gens qui normalement ne sont pas en lien. C'est intéressant. Je me suis demandé moi aussi pourquoi je m'impliquais autant au derby, que ça me prenait tant à cœur que ça et tout. Et je pense qu'effectivement le fait... Enfin, je me suis fait la réflexion récemment et je m'étais dit qu'effectivement le fait de vivre seul et de aussi projeter dans le fait... Moi, je veux pas avoir d'enfant. Je me
mon espace et ma famille, c'est celle que je me crée aussi par ces espaces-là, quoi. Donc je pense que faire venir des gens au derby, c'est une manière de créer une famille. Pas une famille, le terme est pas bon, mais une communauté, effectivement. C'est quand même une grosse communauté, le derby. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, dans l'implication. Donc je me reconnais un petit peu dans son parcours, je vois très bien. Je vois très bien pourquoi est-ce que c'est important pour lui. Alors, là j'aimerais bien vous parler de ces 3 pélos, Marianne, Peter et Suzanne. Mais j'ai une capacité à lire qui est quand même limitée à voix haute. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille direct à la conclusion. Parce que là, c'était en gros présenter leur parcours individuel. Hop, des parcours de militants-militantes. On en a fait un, c'est pas mal. Et maintenant, on va aller à la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette petite ville de Miltonville et de la gauche américaine vermontaise dans cet endroit-là? Ouais, il y a un côté grisant, c'est sûr, ouais. Puis ça fait... Enfin, voilà, ça fait... Je pense que ça dépend les milieux dans lesquels tu t'impliques, mais typiquement au derby, je sais que j'ai pas besoin d'expliquer des choses, quoi. Les gens, ils comprennent. Donc forcément, c'est des choses où tu devrais expliquer à ta famille, ça serait compliqué. Voilà, ce serait long, c'est fatigant. De fait d'aller avec des gens qui vont dans la même direction que toi, c'est plus facile quand même. Ouais, j'utilise des cartes Pokémon en marque-page, c'est des fausses que quelqu'un m'a filé en mode « Oh, j'ai acheté des fausses cartes Pokémon sur le bon coin, tiens. » J'étais « Ah, mais pourquoi j'accepte les poubelles des gens comme ça ?» Et du coup, depuis, c'est devenu des marque-pages. Potentiellement, je peux vous faire des dédicaces dessus, mais personne veut de mes dédicaces. Personne veut faire de selfie avec moi. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de faire du contenu sur Internet si en plus on n'a pas de rétribution symbolique de faire des autographes? N'importe quoi. N'importe quoi. De quoi Miltonville est-il le cas? À la différence de ce qu'a montré Nina Eliasov sur les 2 petites villes de Californie. Ah oui, ça, je voulais le lire. J'ai mis de côté. Miltonville se caractérise en quelque sorte par une omniprésence du politique. Ah, politique partout. Cette spécificité résulte de la coexistence aux effets cumulatifs de plusieurs marqueurs observables dans d'autres petites villes du Vermont et de Nouvelle-Angleterre, mais plus rarement regroupés en un même lieu. Il y a le maintien d'un town meeting, la persistance d'un attachement quasi viscéral à un mode de gouvernement délibératif des affaires municipales. Il y a la présence de nombreuses structures associatives, dont une partie adopte des pratiques revendicatives. Il y a aussi la longévité de certaines associations, certaines organisations collectives, parfois créées dans les années 70. Il y a aussi la constante expression d'un large soutien aux offres politiques situées à gauche du Parti démocrate. Donc bref, une ville de gens qui s'intéressent à la politique au global. Le cas de Miltonville donne donc à voir toutes les limites d'une grille de lecture binaire des positionnements politiques aux États-Unis, faisant du rural au singulier le principal facteur explicatif des opinions conservatrices et réactionnaires. Là, c'est pour dire tout le monde rural n'est pas conservateur et réactionnaire. Il existe du monde rural, des mondes ruraux progressistes. Non, mais je fais des selfies en vrai, ça m'arrive les selfies. La question de la distribution spatiale des préférences électorales ne peut donc être réduite au seul clivage urbain-rural, mais doit au contraire être traitée en étant attentif à l'histoire sociale des lieux, à la sociologie des groupes composant la population. Ce qui implique aussi de prendre en compte la moindre présence de certaines classes sociales ou fractions de classe, et la construction localisée des enjeux politiques, lesquels sont loin d'être identiques d'une région à l'autre. Donc là, c'est pour dire qu'on peut pas faire copier-coller des villes des États-Unis comme ça, là, à la loupe, quand tu regardes, il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas les mêmes personnes qui s'impliquent, etc. C'est en effet l'autre faiblesse des schèmes de perception les plus stabilisés de la vie politique américaine. Comme le montre l'enquête, la focalisation sur l'élection présidentielle laisse dans l'ombre tout ce que la politique a de quotidien, de plus concret, de plus incarné. Qu'il s'agisse de la conduite des affaires municipales, du fonctionnement régulier des associations ou des nombreuses autres élections. J'ai l'impression que c'est là qu'il y a des bastions de gauche, quoi. C'est quand il y a des gens qui s'impliquent justement à l'échelle locale. À l'échelon local en particulier, qui oblige à choisir entre des candidats qu'on connaît et dont on a entendu parler par des proches, et à dire son appartenance à tel ou à tel groupe. Pour les membres de cette gauche vermontaise, pourtant fermement opposée à tout ce que Donald Trump peut représenter, la politique prend d'abord la forme d'un ensemble de situations sur lesquelles ils pensent avoir des prises.
Des débats relatifs au montant des impôts locaux, à la question des salariés dans une association comme la coopérative, en passant par le choix des modes d'action au sein d'une organisation militante telle que le People Center ou le combat pour la hausse du salaire minimum du côté des élus du Parlement de l'État. Donc en fait, leur rapport à la politique dans cette ville, c'est avant tout des choses locales qui peuvent décider ensemble. En France, tout est phagocyté par les présidentielles aussi, bien sûr, ouais. Si l'obsession trumpienne apparaît bien sûr compréhensible en raison des conséquences souvent dramatiques des orientations prises au cours de son mandat, elle masque en partie l'existence de luttes et d'engagements politiques qui n'ont que peu à voir avec l'Amérique de Donald Trump. C'est ça, c'est pas représentatif de tous les États-Unis, quoi. À Miltonville, on l'a vu, la formation d'une configuration progressiste est bien antérieure aux années 2010. Elle est le produit d'une dynamique militante qui se développe dans les années 70 et 80, après les premières victoires démocrates des années 60. Donc ça permet d'avoir une dynamique sur le temps long, quoi. Cette dynamique est accentuée par des perceptions de possibilités d'action existant à l'échelle locale. Les gens ont l'impression de pouvoir faire changer les choses, donc ça maintient une activité politique. Par l'appropriation collective des town meetings, ainsi qu'au niveau de l'État du Vermont, dans la mesure où l'installation durable d'une majorité démocrate au Parlement a pu créer des rapports de force un peu plus favorables au mouvement de contestation. Toutefois, comme on l'a aussi observé en France au cours des dernières décennies, ces milieux progressistes sont très homogènes socialement, l'absence des classes populaires se retrouvant sur chacune de ces scènes étudiées. À l'évidence, la primauté accordée aux dispositifs organisationnels valorisant la prise de parole et la délibération, ainsi que la politisation des modes de vie et des pratiques quotidiennes, éloigne les fractions fortement diplômées des groupes les plus démunis. Peut-être que c'est effectivement d'être sous des modes délibératifs qui posent ces problèmes-là, mais comment est-ce qu'on décide autrement sans passer par des modes délibératifs qui impliquent de la prise de parole ? À méditer, à réfléchir. Le fait de ne pas avoir enquêté auprès de ces milieux populaires, de ne pas avoir eu accès à leur sociabilité, constitue bien sûr un manque, qui laisse ouverte la question de la formation et de la transmission des positions et des préférences politiques au sein des classes populaires à Miltonville et dans le comté de Fairfield. Peut-être pour une autre enquête. C'est d'autant plus frustrant qu'il faudrait pouvoir comprendre comment les électeurs des classes populaires depuis une vingtaine d'années en arrivent à voter si massivement pour le Parti démocrate lors des élections présidentielles. Seul scrutin où les taux de participation beaucoup plus élevés ne laissent guère de doute quant à leur contribution à la marginalisation électorale du Parti républicain. Donc là, c'est pour dire que il n'a pas réussi à enquêter sur les classes populaires parce qu'elles n'étaient pas impliquées à l'échelle politique locale. Ça n'intéresse que les gens qui sont plutôt diplômés et de classe moyenne ou supérieure. Mais par contre, ils votent pas Trump pour autant. Les classes populaires de la zone. Donc c'est intéressant et il y aurait une autre enquête à faire là-dessus, quoi. En revanche, l'enquête permet de saisir les mécanismes de production d'une image publique distinctive, faite d'initiatives collectives suffisamment convergentes pour avoir permis la création d'un espace progressiste. Dans ce contexte, l'offre politique incarnée par Bernie Sanders a pu avoir plusieurs effets. Depuis une quarantaine d'années, elle a d'abord pesé sur la socialisation à la politique. Les processus de politisation individuelle étant stimulés par l'existence d'un horizon politique non réductible à ce que proposaient les deux principaux partis. Oui, c'est vrai que comme il n'est pas dans le Parti démocrate, ça amène une nouvelle brèche, quoi. Ouais, c'est vrai que les municipales en France, ça compte. C'est peut-être plus les autres élections qui comptent moins. On a les présidentielles et les municipales chez nous, c'est vrai. Les campagnes de Bernie ont permis de ponctuellement rapprocher des groupes dont les aspirations et les objectifs ne sont pas toujours identiques. Les discours du sénateur, souvent vindicatifs à l'égard de Washington et des groupes d'intérêt influençant les politiques fédérales, tentent à unifier en renforçant le sentiment d'appartenance à la spécificité vermontaise. Dans le même temps, comme on l'a aussi observé à la coopérative, les espoirs suscités par les campagnes présidentielles ont parfois provoqué des dynamiques plus centrifuges. Certaines militantes rappelant le devoir de mise en conformité avec les exigences formulées par le candidat. Ah ouais, faut être d'accord avec le candidat quand même. Ça, c'est un peu tendu, hein. De fait, à l'issue de cette enquête, on réalise à quel point il est difficile de dissocier ce contexte singulier de l'espace politique et social formé par les organisations les plus légitimes à l'échelle de la ville. Donc c'est quand même un cas particulier, quoi. La ville là qu'on a étudiée, c'est quand même un cas très particulier
Pas forcément... Bon, après, c'est ce qu'il disait au départ, hein, que rien n'est représentatif de toute façon. Hein. Mais pas forcément on peut pas forcément transposer à d'autres villes des États-Unis. Il y a quand même un contexte qui est très particulier. Après, de toute façon, c'est quasiment sûr que qu'importe la ville des États-Unis que tu regardes à la loupe, tu peux pas vraiment transposer quoi que ce soit. Tu peux faire des comparaisons, la politique comparée, mais voilà. Alors attends, il était où? Là, même si le regard porté par le town meeting est forcément plus ambivalent, puisque l'absence des classes populaires n'est pas constituée en problème public, différents processus nourrissent et actualisent une forte adhésion aux procédures démocratiques et aux modalités de la prise de décision. Donc en gros, ils ont pas eu du tout de recul critique sur le fait qu'ils n'avaient pas de classe populaire qui décidait, mais quand même, ils sont attachés à des prises de décision démocratiques. Juste, ils ont pas trop de recul critique, quoi. Ainsi, parler d'espace d'engagement progressiste, c'est d'abord insister sur le fait qu'entre ces structures circulent des critères d'évaluation des pratiques et des savoir-être, à tel point d'ailleurs qu'il serait problématique analytiquement d'isoler une seule de ces scènes. Ouais, elles fonctionnent ensemble. C'est des scènes... les scènes politiques et associatives locales fonctionnent ensemble. Dans cet espace, si au niveau individuel, la critique radicale des institutions fédérales et des politiques publiques nationales ne se constitue pas en elle-même un obstacle à la possibilité d'occuper certaines de ces positions, elle peut en revanche être perçue comme excessive ou inopérante quand elle existe, indépendamment d'une capacité à travailler avec d'autres. Donc en gros, ils sont en mode, vous avez le droit d'être critique, mais à des moments, il faut prendre des décisions et fonctionner ensemble. Donc ils sont quand même dans ce truc de, effectivement, délibératif, compromis, etc. En mars 2020, les électeurs et électrices ayant participé à la consultation sur l'organisation du pouvoir municipal ont très largement refusé d'individualiser le leadership local, en faisant place à un maire disposant de prérogatives élargies. Ce résultat était congruent avec la manière dont on perçoit idéalement la participation aux affaires municipales. Comme membre d'un conseil, le select board ou d'une assemblée élue, le town meeting, un membre dont la voix au cours des processus décisionnels doit équivaloir à celle des autres membres. Donc vous êtes 140 à prendre des décisions, un vote égale une voix. De plus, de façon significative, les élus au Parlement de l'État sont souvent désignés comme membres d'une délégation. Et leurs points de vue sont régulièrement unifiés par les commentaires journalistiques. Ouais, d'accord. Donc ils ont quand même des liens avec les gens qui les ont élus, quoi. Cette dimension collective des engagements pèse aussi sur les critères d'évaluation des comportements individuels. Donc en gros, t'es surveillé par le collectif. Il y a des individus élus qui sont surveillés par le collectif. C'est intéressant aussi comme mode de fonctionnement, hein. Elle produit des effets dans des cercles plus restreints, où les constats sur les compétences sociales plus ou moins grandes des uns et des autres peuvent accentuer ou restreindre les chances d'atteindre ou d'incarner une telle position. Dans cette conception, la politique n'est pas une activité solitaire, cantonnée à la maîtrise des idées ou des raisonnements. Elle suppose un savoir-faire relationnel, attentif à l'économie de la parole, à la reconnaissance des sensibilités individuelles. Il faut savoir faire avec les autres, quoi. On saisit alors à quel point les inscriptions répétées dans des associations, des mobilisations plus ponctuelles, peuvent constituer à la fois des moments de socialisation, où elles acquièrent telles compétences, mais aussi des expériences qui se rendent visibles telle attitude, et sur lesquelles reposent largement les processus de cooptation pour le Select Board ou pour le Parlement de l'État en particulier. En gros, tu vas être choisi et tu vas être élu aussi parce que tu participes activement à la vie militante et associative. Et que tu multiplies un peu l'implication. Mettre l'accent sur la dimension relationnelle des engagements, c'est aussi les inscrire dans un agencement particulier des possibles politiques. À Miltonville, la multitude d'organisations collectives, le fonctionnement même des institutions municipales avec son assemblée élue, la profusion des comités, requiert la participation d'un grand nombre d'habitants et d'habitantes, ce qui tend mécaniquement à abaisser les barrières à l'entrée et à permettre à celles et ceux dont l'ancrage social et professionnel est plus faible de trouver une place dans ces instances. Bah c'est vrai que c'est pas un petit nombre quand même quand on y pense. 140 personnes qui décident pour une ville, alors c'est clair que c'est pas tout le monde, mais quand même, forcément, c'est pas non plus juste un petit conseil municipal avec 6 à 10 membres, quoi. Salut Sacha. Et puis là, il disait que leur homogénéité à ces 140 membres élus, elle est que relative.
au final, il y a des conflits entre eux, etc. C'est clair qu'il manque des gens de classe populaire, ça c'est indéniable. Mais par contre, ils sont pas tous uniformes malgré le fait que c'est quand même des gens diplômés qui sont élus, quoi. Mettre l'accent sur la dimension relationnelle des engagements, c'est aussi les inscrire dans un agencement particulier des possibles politiques. Donc ça, c'est ça que j'ai lu. Voilà. Spatch et William se voient refuser l'accès au Select Board à plusieurs reprises, mais ils parviennent à faire reconnaître leurs ressources et à obtenir des gratifications symboliques sur d'autres scènes. C'est précisément pourquoi les processus de sélection sur une scène particulière, explicite ou plus implicite, influencent la formation des autres groupes dans l'espace local. Parallèlement, si l'on observe bien une hiérarchisation des types et des lieux d'engagement qui peut notablement conduire à délaisser le niveau municipal, ces perceptions des espaces à investir en priorité dépendent aussi de la manière dont les causes et les organisations associées à certaines pratiques incarnées par des profils en partie spécifiques. Là, c'est un peu compliqué, mais c'est ce qu'il disait tout à l'heure, le passage qu'on a lu tout à l'heure, où il y a des gens qui vont plutôt militer au niveau fédéral, essayer de pousser des choses au niveau fédéral, il y en a qui restent qu'au niveau local. Bon, ça, c'est pas anodin, ça dépend de qui sont les personnes, de comment est-ce qu'elles perçoivent la politique, etc., quoi. Au-delà de cette dimension relationnelle des engagements politiques. Ça, c'est intéressant quand même, la dimension relationnelle des engagements politiques. Ça veut dire que les gens... leur position politique, on doit toujours les voir en relation avec celle des autres autour d'eux. De quoi Miltonville est-il le cas ? Selon Camille Amidi, on ne saisit véritablement de quoi son cas est le cas que lorsque l'enquête est terminée. C'est donc le moment de proposer des éléments d'analyse dont la validité pourra être mise à l'épreuve dans d'autres situations empiriques. Donc là, c'est pour dire, faites d'autres enquêtes, mais voilà ce que moi, j'en ai tiré. L'exercice est délicat, pour deux raisons. D'abord parce qu'on manque cruellement d'enquêtes sociologiques sur des configurations comparables aux États-Unis. Des zones rurales progressistes ou même seulement fidèles au Parti démocrate. La focalisation sur des terrains urbains dans des campagnes acquises au conservatisme républicain complique la montée en généralité à partir du seul cas Miltonville. Donc en gros, il est en train de dire que quand on a étudié des villes, quand on a étudié le rapport à la politique aux États-Unis, on a été voir soit des zones rurales conservatrices, soit on a été dans des villes. Mais du coup, on n'a pas la petite ville de zone rurale progressiste. Donc c'est dur pour lui d'en tirer une conclusion et de monter en généralité. Répondre à cette question suppose de dépasser l'impression d'une irréductible singularité que l'enquête ethnographique renforce nécessairement. Ouais, comme il a fait une enquête très précise, un peu à la loupe et tout, il a l'impression que tout est différent du reste, quoi. Comme l'écrivaient Jean-Claude Passeron et Jacques Revel, une singularité est en effet d'autant moins substituable par une autre, plus singulière donc, que son contexte est davantage spécifié. Essayons tout de même de mettre en perspective le cas Miltonville et d'en atténuer le caractère énigmatique. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé ? Faut avoir confiance en soi pour s'engager au niveau fédéral, penser qu'on a sa place. Ouais, puis après, il y en a qui doivent se dire ça sert à rien le niveau local, les choses et les budgets sont décidés au-dessus, donc faut y aller, quoi. Tu vois, il y a peut-être aussi des enjeux stratégiques, certains... Tu vois, moi, il y a plein de gens qui, des fois, disent la municipalité, on s'en fout, faut aller faire chez Macron, quoi. Bon. J'ai l'impression que des fois, il y a des choses de cet ordre-là aussi, hein. Salut, Lifeless Nuggets. La singularité miltonvillaise réside principalement dans sa capacité, de cette configuration politique, à se reproduire depuis les années 80. Ça, c'est fou, quand même. Ce n'est pas tant la relation entre l'arrivée de néo-résidents et la mise en œuvre de pratiques alternatives qui est originale. On la retrouve ailleurs aux États-Unis ou en France. Je me la note. Ce qui frappe ici, c'est que les conditions de possibilité du phénomène Miltonville, largement dépendantes de la continuité des engagements au sein de la petite bourgeoisie culturelle, ne sont toujours pas entrées en crise, contrairement à ce qui a pu être observé dans d'autres contextes. Ah oui, ça c'est intéressant, c'est qu'en fait les endroits où il y avait des milieux progressistes n'arrivent pas à perdurer de manière aussi stable qu'à Miltonville. Lui il dit, il n'y a pas de crise, quoi, c'est stable. On peut donc penser le cas de Miltonville sans prendre en compte les mécanismes ayant permis la stabilisation résidentielle et le renouvellement générationnel des newcomers fortement diplômés.
Miltonville correspond parfaitement au type de configuration où les acteurs et les actrices de la vie politique locale font essentiellement prévaloir leurs ressources culturelles. Tout semble opposer cette petite ville du Vermont aux situations étudiées par Cynthia Duncan dans les montagnes des Appalaches, dans le delta du Mississippi, où les principaux détenteurs du pouvoir économique local mettent en œuvre différentes stratégies pour étendre leur emprise sur la sphère politique. La prédominance du capital culturel ne peut pas perdurer sans une structuration des emplois qui favorise l'embauche de personnes diplômées dans les secteurs de l'éducation, de la culture ou de la santé. Ouais, en fait, en gros, le truc qui est particulier, c'est que c'est une petite ville aux États-Unis, mais qui ne meurt pas. Parce qu'ils ont encore les hôpitaux, les écoles, etc. Donc en fait, la bourgeoisie culturelle reste, parce qu'il y a du taf pour elle. C'est ça, en gros, quoi. L'embauche de personnes diplômées dans les secteurs de l'éducation, de la culture ou de la santé. C'est ça, hein. C'est le cas de Miltonville, où le statut de ville-centre du comté s'accompagne du maintien de 2 hôpitaux, d'établissements scolaires, d'administration de l'État, et donc de la présence en nombre de salariés du secteur public, souvent très attachés à l'intervention de la puissance publique. Pour l'instant, cette distribution particulière de l'emploi public semble être relativement protégée par les orientations politiques de l'État du Vermont. Voilà, et ça, c'est pas attaqué par l'État au global, parce que l'État du Vermont est situé à gauche pour les États-Unis. Alors que nous, les petites villes comme ça se meurent aussi parce que il y a pas mal de... Il y a eu les changements de région, là. Il y a des régions qui basculent à droite comme ça. Puis c'est trop centralisé, la France. C'est extrêmement centralisé. L'enjeu est de taille quand on voit comment en France, les fermetures d'écoles, d'hôpitaux, de tribunaux, de bureaux de poste ont accentué l'homogénéisation sociale des populations rurales, en vidant progressivement de leurs fractions diplômées. Bah ouais, c'est ça, les gens diplômés sont partis parce qu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. Donc tous les gens qui peuvent partir, ils partent, quoi. Ça contribue grandement à accroître les distances politiques qui les séparent des agglomérations urbaines. Ouais. Ça valide en miroir le travail de Benoît Coquart. Ouais, mais ils sont dans le même laboratoire, non ? Nicolas Renaï, Benoît Coquart, Yvan Bruno, c'est le même labo, tout ça. Enfin, en tout cas, ils se sont lus mutuellement, ça c'est sûr. À Miltonville, sans cette répartition spécifique des emplois, les arrivées des newcomers n'auraient pas à s'inscrire dans la durée. La présence de plusieurs petites universités dans le comté ne suffit pas à garantir l'installation des jeunes qui adhèrent aux marqueurs politiques distinctifs. Pour qu'elles puissent se reproduire, les migrations motivées par des convergences politiques doivent être confirmées par un large éventail de positions professionnelles ajustées aux trajectoires des nouveaux arrivants. Non mais moi, tu me dis, il y a une petite ville là, t'es bien, t'as tout ce que tu veux et tu peux décider par toi-même, j'y vais, hein. On voit aussi que l'argument de ça se décide au-dessus n'est pas fausse, puisque le cas de cette ville est possible parce que l'État ne les attaque pas. Ouais, c'est ça, bien sûr. Ah, puis c'est encore un peu localisé, tu vois, parce que du coup, il y a des gens qui s'impliquent au niveau de l'État fédéral, donc du Vermont. C'est comme si à Lyon, tu te disais, bah Lyon tout seul, c'est rien. Il faut qu'on fasse des luttes aussi au niveau de la métropole et au niveau de la région. C'est pas déconnant. En soi, c'est pas déconnant. Ça reste local comme lutte. Ouais. Cette capacité à absorber professionnellement des habitants venus d'ailleurs dépend aussi de l'activité économique dans la région. La crise du Covid ayant fragilisé le réseau associatif et les commerces du centre-ville, dont plusieurs ont récemment fermé, on peut s'interroger sur le devenir incertain d'un système économique local qui parvenait jusqu'ici à offrir des emplois même temporaires aux nouveaux arrivants. Ah merde! Parce que les gens commandent en ligne, pourquoi les commerces meurent? C'est fou. Un autre élément semble fondamental dans cette mise en adéquation politique, c'est le caractère localisé, non centralisé des recrutements dans l'enseignement par les districts scolaires, dans l'administration municipale, dans le secteur associatif, qui ont conduit à homogénéiser politiquement les milieux professionnels qui jouent un rôle majeur dans l'encadrement de la population. Ces recrutements peuvent d'ailleurs alimenter des récits sur la spécificité miltonvillaise, comme lorsque la municipalité, en 2021, recrute une femme noire comme chef de la police. Mes interlocuteurs s'empressent alors d'ajouter que ce sont bien ses compétences qui ont prévalu, mais ils ne nient pas non plus la valeur distinctive d'un tel recrutement. Très rare dans les zones rurales en Nouvelle-Angleterre.
Renaï et Cocker sont dans le même labo, mais génération de recherche différentes. Ah oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Bah, Yvan, c'est encore... c'est pas la même génération que Cocker, par exemple, c'est sûr. Ouais, ça joue, c'est sûr, ça joue. De toute évidence, saisir les effets durables des migrations politiques suppose d'analyser les processus d'appropriation des lieux qui accompagnent les insertions des sociabilités progressistes dans la ville. C'est vrai que venir dans une ville et tu pourrais ne pas y rester longtemps, s'il n'y a pas quelque chose qui fait que tu peux t'approprier cette ville et avoir envie d'y rester de manière durable. Là, les gens qui s'installent, ils y sont restés, quoi. C'est impressionnant. Alors qu'en France, on a tendance à ne retenir que des symboles, des rituels, des incantations patriotiques observables aux États-Unis, on gagnerait à prêter une plus grande attention à ces identifications locales et régionales, qui vont souvent de pair avec une mise à distance des États auxquels on refuse d'être associé. C'est d'autant plus important que Miltonville est loin d'être un cas isolé lorsqu'il s'agit de penser les relations entre migration interne et homogénéisation politique. Les mouvements de retour à la terre des années 60 et 70 ont touché d'autres régions du pays. On pourrait tout à fait étudier la manière dont ces histoires continuent de peser sur la formation des clivages politiques locaux. Mais les déplacements géographiques liés à des considérations politiques sont également observables dans la période récente. Ils sont parfois organisés à un niveau collectif. C'est le cas au début des années 2000, dans le Free State Project, qui se donna comme objectif de convaincre 20 000 libertariens d'aller s'établir dans les zones rurales du New Hampshire, l'état voisin du Vermont. Quoi ? J'étais pas au courant de ça. C'est quoi ce bail ? C'est quoi ce bail ? Ils ont voulu faire un projet libertarien, aucun État. C'est la loi du plus fort ici. Ils ont fini attaqués par des ours, et qu'est-ce que tu racontes ? Quoi ? C'est quoi ce bail ? J'en ai jamais entendu parler de cette histoire. Attends, ça je me le note. Hein. Ça, c'est du lore, ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah mais comment vous connaissez cette histoire d'ours, vous ? Qu'est-ce que vous racontez ? Il y a un projet comme ça en Californie, California Forever. Oh non. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le Free State Project. Cela étant dit, ces déplacements résultent plus souvent de décisions individuelles ou familiales qui se traduisent par des mobilités moins spectaculaires, mais dont les conséquences sur l'homogénéisation politique des lieux sont sans doute plus déterminantes. J'ai vu un article sur un rêve libertarien qui a fini détruit par des ours. J'irai voir ça, c'est trop drôle. La polarisation politique du pays n'a pas seulement pour effet d'accentuer des écarts entre les discours et les propositions des deux principaux candidats à l'élection présidentielle. Elle accroît aussi les différences entre les législations votées à l'échelle des États, qu'il s'agisse des taux d'imposition, de l'avortement, des identités de genre, du contrôle, de l'apprentissage scolaire, ou à l'image de la censure récente de plusieurs centaines d'ouvrages en Floride, une censure justifiée par la nécessité de préserver l'innocence des enfants, et qui a surtout concerné des livres abordant l'histoire raciale du pays ou les thématiques LGBT+. Il faudrait bien sûr évaluer précisément l'ampleur du phénomène, mais il ne fait guère de doute que cette mosaïque de situations législatives pèse sur les mouvements de population, lesquels doivent également inclure des décisions de ne pas revenir dans son état d'origine à la fin des études universitaires. Ah d'accord, mais c'est ça la conclusion de son bouquin en fait. C'est de dire que des gens sont venus vivre volontairement dans le Vermont pour vivre dans un endroit qui était progressiste par rapport au reste des États-Unis. Et donc en fait, il dit qu'il y a des gens qui, après leurs études par exemple, ne reviennent jamais dans leur ville de base. Et il y en a d'autres qui vont aller vers d'autres endroits, qui migrent en fait. Et notamment parce qu'aux États-Unis, les États peuvent prendre des décisions. Tu peux avoir le droit d'avortement dans un État et dans l'autre non, etc. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a des mouvements de population aussi. D'accord. La forte spatialisation des préférences politiques est donc aussi le produit de ces dynamiques homogénéisantes. Quand on la regarde sous cet angle, Miltonville semble déjà un peu moins singulière. Ouais, c'est ça, c'est des mouvements de population. D'accord. Très intéressant. Très intéressant. Moi, ça me ferait flipper de déménager comme ça et de tout lâcher. Mais en même temps, tu me dis demain, Auvergne-Rhône-Alpes, droit d'avortement illégal. T'auras envie de te casser, quoi. Non, il n'y a pas ce phénomène en France, mais en même temps, parce que c'est très centralisé, la France. En fait, faudrait quitter la France pour être tranquille, quoi.
Pour nous, faudrait quitter la France pour être tranquille, voilà. Quand il y a des décisions politiques qui sont prises avec lesquelles on est en fort désaccord. Ou qui nous mettent en danger, hein, aussi. Moi, je comprends que t'aies pas envie, par exemple, t'habites en Floride, et puis ils font passer des lois qui disent que on n'a pas le droit de parler de l'histoire raciale du pays, ni de faire de sensibilisation au sujet LGBT. Je comprends que ton gamin, t'as envie de l'élever ailleurs. Enfin, je comprends, tu vois. Je comprends. Il y a des gens qui pensent à partir en Espagne. Bah, c'est ça. Faut partir. Ouais. Les fachos, ils auraient pu aller à Nice et on aurait rendu le département à l'Italie ensuite. Mais c'est quoi ça? Non, mais c'était trop intéressant. Écoutez, on vient de finir le premier bouquin de notre cycle sur les États-Unis. C'était Au pays de Bernie Sanders, enquête sur une autre Amérique d'Ivan Bruno. Et après les fêtes de fin d'année, après Noël, on va lire ça ensemble. Plus vite que le cœur d'un mortel, désurbanisation et résistance dans l'Amérique abandonnée. Voilà. Et là, on va aller complètement ailleurs. Je vous lis la 4e de couverture pour vous donner envie. Ségrégué, paupérisé, vidé, Cleveland est passé du statut de métropole florissante à celui de cauchemar urbain. Massivement démolis, ces quartiers noirs sont progressivement rendus à la nature. Les conservateurs y extraient les dernières richesses tandis que le racisme et l'austérité avancent masqués derrière des algorithmes. Dans ce paysage dystopique, une vision alternative émerge pourtant, celle d'un futur agricole et coopératif. 10 ans après le crash déclenché par l'effondrement des subprimes, ce livre offre une plongée dans l'épicentre de la dernière crise globale, en donnant la parole à celles et ceux qui sont confrontés au déclin extrême. Il cherche à éclairer l'Amérique urbaine abandonnée. Du coup, on a lu le premier livre qui parlait des blancs diplômés qui vivent en zone rurale, et là, on va dans les villes avec des personnes noires pauvres qui survivent dans des villes abandonnées. Voilà. Donc, on lira ça au prochain stream. Alors, là, le problème, c'est que les live lectures de sciences sociales, je les fais un peu quand je peux. Alors, le stream n'est pas fini, hein. On va faire du react après, rester. Mais juste pour expliquer. Ouais, je sais pas trop comment organiser mes streams, là. Parce que, les mercredis, normalement, les live lectures, c'est les mercredis. Mais ce mercredi prochain, c'est Noël. Mercredi d'après, c'est les premiers de l'an. 31. Enfin bon, bref, personne n'est là. Donc, je vais faire quand je peux, quand j'ai un trou dans le planning et que moi je suis là. Mais peut-être que ça sera pas les mercredis exceptionnellement pour pouvoir continuer à vous faire des live lectures de sciences sociales en fait. Tout simplement. Tout simplement. Et en plus, j'ai déjà choisi les chapitres. Oh là là, mais quel professionnalisme! Quel professionnalisme! J'avais prévu 3 lives sur le bouquin d'Ivan Bruno et on en a fait 3. Mais franchement, mais c'est carré, hein. C'est un peu flippant. Comment est-ce que c'est bien préparé? Moi, je trouve ça un peu inquiétant. Complètement anormal que tout se passe comme prévu. Surtout qu'en stream, c'est pas grave que ça se passe pas comme prévu. Team solo à Noël, donc show d'un live. Bah, je sais qu'il y a des gens qui streament à Noël. Donc, t'auras sûrement des streams. Pas les miens, mais par contre, le 24 décembre, sous le sapin, tu auras comme cadeau un prochain épisode de Contraste. Notre émission de vulgarisation de sciences sociales avec Cause Politique.